Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau cockpit. Et donc aujourd'hui, ce nouveau cockpit, cette nouvelle vidéo, ou ce nouveau podcast, si je l'ai mis en podcast, comment je vais pouvoir l'intituler d'ailleurs, hein? Allez, disons que je vais l'appeler Le monde de l'informatique en France. Et donc du coup, aujourd'hui, ça va traiter de ça. Comme le cockpit précédent, ça va être tellement vaste. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas fait de l'informatique, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a à dire. Mais justement, c'est pour ça que vous écoutez ce podcast, et donc, on va y aller, je vais vous expliquer. Alors l'informatique en France, c'est vraiment quelque chose, hein. Quand je vais vous raconter toutes les anecdotes, c'est quoi le vrai milieu de l'informatique, vous allez vous rendre compte de la douille énormissime, mais c'est pas grave. Allons-y. Alors, le monde de l'informatique, il y a deux manières de l'aborder, déjà. Ça veut dire que si maintenant vous voulez faire un métier dans l'informatique, parce que c'est devenu la mode, hein, depuis un petit moment, pouvoir travailler depuis son ordinateur, depuis chez soi avec le télétravail, pouvoir monter un business en ligne, tout ça. Donc forcément, c'est un truc qui donne envie, surtout par rapport à des métiers où vous allez vous casser le dos dans le bâtiment ou autre. On comprend tout à fait ceux qui veulent faire la transition, et ça c'est normal. Et puis, il y a ceux forcément qui sont encore jeunes, voire très jeunes, et qu'ils ont une envie, peut-être parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, qui se disent pourquoi pas l'informatique, j'ai envie de savoir faire des jeux vidéo, j'ai envie de savoir faire une application, un site internet. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et donc, vous allez avoir deux voies qui vont s'offrir à vous. Alors déjà, il y a la voie classique. Donc la voie classique, ça va tout simplement être le fait de faire tout ça en études scolaires, donc diplôme, université, tout ça, vous connaissez, hein. Mais cette voie-là, elle comporte un petit problème. Ce petit problème, c'est quoi? C'est tout simplement que la France a un énorme retard en informatique. Quand je vous dis un énorme retard, vous vous rendez pas compte à quel point. C'est-à-dire qu'on se demande tout l'argent qu'il y a en France pour l'éducation, elle part où au niveau de l'informatique? On se pose la question réellement. Parce que vraiment, l'écart, il est incommensurable par rapport aux autres pays. Sachant que l'informatique, c'est quand même un marché énorme aujourd'hui. L'informatique, les applications, les services, comme on les appelle, ça a permis à d'énormes entreprises, surtout aux États-Unis et en Asie, de prendre une bonne place dans le nouveau monde qui est aujourd'hui, donc avec le numérique, les données, tout ça, tout ça. Et donc on se pose la question, où est la France en fait? Qu'a fait la France? Eh bien, je vais vous le dire. La France, ce qu'elle a fait, c'est que, comme à son habitude, elle a permis à beaucoup de gens de se former, et ça c'est très bien, éducation gratuite, éducation de qualité même par moment. Mais le problème, c'est que une fois que ces gens-là sont très qualifiés, même surqualifiés, comme certains pourraient le dire, eh bien, ils ne trouvent pas de travail, ils ne trouvent pas non plus d'entreprise ou de structure d'État capable de les accueillir pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris, ou même pouvoir progresser et surtout bien se faire payer pour leurs travaux et surtout continuer en fait sur cette voie-là. Et donc on a quelque chose qui s'appelle la fuite des cerveaux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand quelqu'un de vraiment très bon dans son domaine, quelqu'un de diplômé, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, on va dire un petit peu un génie de son domaine, mais se retrouve coincé quelque part, c'est-à-dire dans son pays, parce que son pays est incapable de l'assumer. Donc lui, il va faire quoi? Il va fuir, comme dans le nom, la fuite des cerveaux. Et donc, il va fuir dans d'autres pays qui sont capables d'assumer son talent, ses compétences, ses expériences. Et c'est ce qui se passe en fait. Et du coup, la France, c'est un des pays les plus touchés par la fuite des cerveaux, surtout en informatique. Énormément de cadors de l'informatique dans le monde entier, hein, des vrais monstres dans le domaine, sont des Français. Mais par contre, ils ne sont pas positionnés en France, ils ne travaillent pas en France. Ils travaillent aux États-Unis, en Asie et d'autres pays comme la Suisse, tout ça, qui sont capables de les assumer en fait. Et donc, ça, c'est ce que vous allez avoir dans la voie classique. C'est-à-dire que vous allez avoir des diplômes, vous allez avoir pas mal de connaissances, mais arrivé au bout du tunnel, où est-ce que vous allez aller? Nulle part. Et comme je vous l'ai dit, c'est un retard que vous allez ressentir tout au long de vos études. Moi, par exemple, qui ai fait la seconde solution, la seconde filière, c'est-à-dire la filière professionnelle, je comparais avec mes amis qui, eux, faisaient de l'informatique dans un cursus classique. J'étais en fin de troisième année et eux aussi étaient en fin de troisième année. Et ils étudiaient ce que j'avais commencé lors de ma première année. Et moi, j'étais déjà à des années-lumière, en fait. J'étais déjà vraiment très, très loin. Et c'est vraiment pas pour faire le mec, dire regardez comment je suis fort, nanana. C'est vraiment pas. C'est vraiment pour dire que, au niveau de l'institution, c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que si vous allez faire des études d'informatique dans le système classique, vous allez avoir du retard par rapport au monde du travail. Parce qu'en fait, ce que l'école classique ne comprend pas, c'est que l'informatique est un domaine qui évolue extra vite. Ça évolue super, super vite. Et donc, même les gens qui sont dans le domaine de façon pure et dure et qui travaillent tous les jours dedans, ils peuvent accumuler du retard juste en travaillant normalement. Donc, imaginez-vous si
Le système scolaire se dit, ben nous, ce qu'on va faire, c'est que chaque année, on va faire un programme sur plusieurs années, tout ça, tout ça. Ben ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Et tu te retrouves avec des, c'est stupide ce que je vais vous dire, hein, mais vraiment des personnes qui vont étudier le premier langage de programmation qui a existé et plus personne ne l'utilise aujourd'hui. Il y a des langages de programmation beaucoup plus performants, beaucoup plus intéressants et qui sont utilisés par énormément de sociétés, mais vous n'allez pas les apprendre à l'école en fait. Vous allez les apprendre une fois que vous allez sortir de l'école et vous allez avoir du retard. À part si justement vous faites partie de ces monstres et qui en gros faisaient déjà des projets quand ils étaient à l'école, avaient déjà la réalité du marché et jonglaient entre les deux, étaient très bons à l'école et en même temps faisaient des projets très intéressants. Et donc, ça, c'est la solution 1. Et la solution 2, c'est tout simplement que vous allez aller faire ce qu'on appelle, je rigole déjà parce que c'est là où j'ai vraiment un maximum d'anecdotes, parce que l'autre côté, je le connais, la phase, là, j'allais dire la phase 1. On dirait que je suis en train de regarder une saga de Marvel. C'était la phase 1, maintenant on passe à la phase 2. Alors, pour redevenir un petit peu plus sérieux, en gros, donc ce côté-là, je le connaissais parce que moi, j'avais un peu démarré dedans, puis après, moi, j'ai fait la filière pro et j'ai des potes qui ont fait une filière plus classique. Et comme je vous l'ai dit, si maintenant vous êtes prêt à taper 7 ans, on va pas se mentir, hein, 7 ans presque, voire même un peu plus, pour pouvoir être vraiment très bon et calé de partout et au final trouver quelque chose, mais ça sera à l'international. Par contre, en France, vous n'allez rien trouver du tout. Parce que même si maintenant vous devenez chercheur, c'est bien, hein, franchement, chercheur, c'est bien, mais c'est pas non plus le truc de fou quand tu fais de l'informatique. C'est bien dans d'autres domaines, mais en informatique, c'est pas terrible. Et donc, il y a la deuxième solution qui est la filière pro. Et là, et là, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose. Donc moi, c'est ce que j'ai fait la filière pro. Par exemple, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, dans les cockpits précédents, mais en gros, vous allez avoir des cursus pro qui sont faits par des entreprises, parfois par des grosses entreprises et parfois par un mix. Donc ça va être l'État plus les entreprises. Et donc moi, l'informatique, j'avais déjà un petit peu touché professionnellement parlant, parce qu'à un moment, j'avais eu un creux dans mes études et je suis parti étudier un petit peu l'informatique, mais vraiment de très très loin, hein. J'avais commencé à faire de l'infographie parce qu'à la base, moi, je suis quelqu'un qui dessinait énormément. Moi, mon truc à moi, c'était le dessin, c'était vraiment mon truc quand j'étais plus jeune. Et le problème, c'est que c'est un secteur hyper bouché et moi, je voulais vraiment en faire mon métier à l'époque. Et du coup, ben, je me suis dit, allez, pourquoi pas aller voir professionnellement comment est-ce que je peux m'en sortir. Donc, j'avais fait de l'infographie et c'est là où j'ai un petit peu touché l'informatique, mais vraiment un petit peu. Mes premiers logiciels de montage, photo, montage vidéo, j'avais pas trop touché à ça. Et un petit peu de présentation, de PDF, des trucs comme ça. Et là, je parle d'une époque, encore une fois, c'était il y a 10 ans, hein. C'était il y a 10 ans, donc c'est pas le même monde qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu cliques, tu arrives sur Canva, ce que je vous parle, vous le faites en 2 secondes sans avoir des compétences. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est le monde comme ça qui a évolué de cette manière et c'est pour le mieux, hein. C'est pour le mieux que tout le monde puisse exploiter les technologies pour pouvoir évoluer et avancer. Mais par contre, quand j'ai voulu vraiment me sortir de tout ça et progresser et continuer les études, comme moi j'avais surtout des expériences professionnelles, ben forcément, par une école en cursus professionnel, qu'une école classique. Ça, c'était logique. Et donc, du coup, j'ai été accepté en BTS développement logiciel. Et là, je rentrais dans un monde, dans un monde qui n'a vraiment rien à voir avec ce que je connaissais. Parce que, en fait, à l'époque, moi, j'avais, comme tout le monde, cette vision de les startups, ça gagne de l'argent, c'est l'informatique, t'es hyper bien payé, en plus, t'es à l'aise, t'es derrière un bureau, chose qui n'est pas totalement faux, hein, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, moi, quand j'avais commencé, il y avait encore tout ce prisme-là, qui était vrai à l'époque, c'était vrai à l'époque, mais ça s'est vite estompé. Et rien que lors de mon année, ça s'est estompé déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le métier de développeur, donc moi ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai fait un BTS développeur logiciel, et bien ce métier-là, il a vite inondé le marché. Là où c'était une révolution à l'époque, eh bien tout le monde a commencé à se former, tout le monde a commencé à avoir de l'expérience, tout le monde a commencé à faire des sites, et du coup, l'offre a dépassé la demande. Et ça, le problème, c'est que quand l'offre dépasse la demande, eh bien, on passe d'un métier, là je vous dis, c'est réel, réel, hein, à l'époque, quand on commençait en développement logiciel, tu pouvais taper des 3 000 euros. Tu pouvais réellement taper des 3 000 euros par mois. Et puis, ben, tu arrives à un SMIC. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui n'étaient pas forcément bons en informatique, qui n'étaient pas forcément des gens qui avaient fait des diplômes, des études, ou encore même qui avaient de l'expérience en informatique, mais ces personnes-là qui étaient opportunistes, et en réalité,
Moi, je vous le dis, c'est ce qu'il faut être en informatique, il faut être opportuniste. Eh bien, elles ont vu comment on pouvait faire de l'argent avec l'informatique. Et forcément, à l'époque, qu'est-ce qu'on demandait? Aujourd'hui, on va demander des trucs de fou. On va demander à faire des jeux hyper complexes, on va demander à faire des applications, des sites hyper complexes. Mais avant, on ne demandait pas ça. Avant, c'était le boulanger du coin qui demandait c'est quoi Internet, ce truc bizarre là, moi j'aimerais gagner un peu plus d'argent, tu peux me faire un site s'il te plaît. Et le truc, c'est qu'avant, un développeur, bah, c'était quelqu'un quand même qui mettait les mains dedans. C'était vraiment quelqu'un qui mettait les mains dans l'informatique pour faire un site de A à Z. Et jusque-là, tout va bien. Mais le problème, c'est que pour faire un site de A à Z, déjà, vous maîtrisez deux pans du développement logiciel. Le côté back et le côté front. Le côté back, c'est tout le côté technique, si je puis dire, hein, c'est tout ce qui se passe derrière, donc la partie immergée de l'iceberg. Et le côté front, c'est tout le côté visuel, donc tout ce que vous allez voir. Donc ça fait déjà de vous un développeur complet. Et ça, à l'époque, déjà, c'était rare, parce que forcément, quand on rentre dans ce domaine-là, on commence à comprendre les subtilités du métier, et forcément, on va vite se spécialiser. Moi, par exemple, vu que je venais déjà d'un milieu créatif, je me suis tout de suite reconnu dans le front, pas dans le back. Il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître dans le back, et tu as des personnes qui vont être capables de faire les deux. Et ça, c'est normal. Il y en a dans tous les métiers, des gens qui sont capables de tout faire. Et justement, ça, c'était des compétences qui étaient hyper demandées, et c'était des compétences fortes, et c'était des compétences bien payées. Mais le truc, c'est qu'entre-temps, il y a tous les opportunistes qui sont arrivés sur le marché. Ils ont dit oh, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça, là. Savoir faire le back, savoir faire le front, savoir faire une base de données SQL, tout ça, moi, je m'en fous. Je veux juste savoir comment est-ce que je peux faire un site rapidement qui me rapporte de l'argent. Et donc, en 2-3 recherches, hein, parce que c'était même pas compliqué à l'époque, c'est quelque chose que même on a appris en cours, c'est que en fait, il y avait des CMS qui existaient déjà. Et pour ceux qui connaissent de nom, il y avait WordPress déjà. Et WordPress, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et donc même je vais expliquer les CMS parce que j'ai oublié de vous l'expliquer précédemment. En fait, c'est. Alors, si je ne me trompe pas hein, sur le terme, parce que c'est possible que j'ai oublié, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du développement logiciel, mais c'est Content Management System. Et ça, en gros, c'est des solutions qui vont vous permettre de faire un site rapidement, simplement, sans faire trop de code, voire pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, ça a évolué, vous avez des CMS où vous n'avez même pas besoin de toucher une ligne de code, c'est juste du drag and drop, glisser, déposer, vous modifiez du texte, la couleur, le design, tout est bon. Mais à l'époque, c'était un petit peu plus ardu que ça. Il y avait quand même quelques notions de développement. Et justement, ces gens-là, ils ont dit, attends, un CMS est capable de nous faire un site comme ça facilement? Non, non, moi, je ne vais pas me prendre la tête à aller faire un site de A jusqu'à Z. Et le pire, c'est que je vous dis, mais à l'époque, moi, je venais d'entrer dans le domaine. Et tu sais, quand tu rentres dans un nouveau domaine, tu veux tout apprendre, tu veux que ça soit parfait, tu veux être le meilleur. Donc, tu dis, non, ces gens-là, ils racontent n'importe quoi. Il faut savoir faire un site de A à Z, nanana. Et c'est bien, ça peut t'aider. Hein. Tu connais tout, en fait, l'envers du décor, tu connais tout de A à Z. Mais la finalité, c'est que ils avaient raison, ces mecs-là. Parce que quand tu arrivais sur le marché, Jean-Michel le boulanger, ce qu'il voulait, c'était son site de boulangerie. Tony le pizzaiolo, lui, ce qu'il voulait, c'était son site de pizza. Il s'en foutait, et c'est toujours le cas, qu'il a été fait pendant 1 mois derrière ton ordinateur de A jusqu'à Z, avec des requêtes SQL hyper complexes, des requêtes à droite, à gauche, du front et du back. Vraiment, tu as appris un truc de fou, tu es limite l'un des meilleurs développeurs de la planète. Mais lui, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Lui, ce qu'il t'a demandé, c'est juste un site, la plupart du temps une one page, donc juste un site avec un affichage d'informations et juste que ça fonctionne en fait. Il t'a juste demandé ça. Et ils ont dit, bah attends, moi je vais dire que je suis développeur. Je vais dire que je suis développeur vu que je passe par un CMS. Je vais dire que je suis développeur et je vais dire que moi le site, je te le fais pas en 1 mois, en 2 mois ou en 3 mois comme ces développeurs là. Et après, ils te chiffrent en plus, ils te chiffrent ça à 3000 balles, 4000 balles, 5000 balles. Non, non. Moi, je te le fais pour 500 € au black. On se met d'accord et je te le fais en 1 semaine. Et ça a pulvérisé le marché, vous ne vous rendez pas compte à quel point. Ça a pulvérisé le monde du développement logiciel. Parce que la plupart des gens, ils sont comme vous et moi. On leur dit un site en 1 semaine à 500 balles contre un site à 3, 4, 5 000 € en 1 mois, voire plus. Ils vont choisir la solution 1. Et le pire, c'est que je vous vois arriver, vous allez dire quoi? Non, mais le mec qui est développeur depuis je ne sais pas combien de temps, lui, forcément, il va faire un truc plus quali, plus puissant, meilleur, plus optimisé. C'est peut-être vrai dans certains cas, mais la plupart du temps, c'est pas vrai. Parce que la demande qui est effectuée, eh ben, un CMS, ça la remplit parfaitement. Ça la remplit parfaitement. Si maintenant, toi, tu as un projet de fou malade, bien évidemment que c'est mieux d'avoir un développeur qui va tout faire de A à Z. Mais parce que c'est conséquent à ce que tu demandes. Mais avant, c'était pas comme ça. C'était la base, on demandait la base. Et les CMS, ils font très bien la base. Et aujourd'hui, les CMS ont tellement évolué qu'ils font même très bien plus que la base, en fait. Ils font très bien tout, en vérité. C'est juste que
c'est devenu un vrai business, les CMS. Donc, tu as des CMS où tu vas devoir payer un petit peu plus pour avoir accès à certaines librairies, certaines technologies, certains modules. Et tu as d'autres CMS qui vont vous permettre que ça soit plus rapide, d'autres qui vont être limités. En fait, c'est devenu un vrai marché. Et pour que vous compreniez le marché du CMS, WordPress, donc le CMS le plus utilisé, le plus connu, à l'époque où je faisais du développement logiciel, maintenant il faudrait vérifier les chiffres, mais 80% des sites, 80%, rendez-vous compte, 80% des sites étaient faits en WordPress. 80%. Un seul CMS. Dans les 20%, comptez tous les autres CMS, donc je ne sais pas, peut-être 5 à 10%, et 10% le reste. Le reste, c'était des développeurs qui faisaient tout de A à Z. Donc comprenez le marché de l'informatique en général, parce que là je parle du développement logiciel, mais c'est l'informatique en général qui fonctionne comme ça. Parce que l'informatique, que tu sois développeur ou non, ça casse la tête. Moi je vous le dis, que tu sois développeur ou non, ça casse la tête. Pourquoi? Parce que tu es là, en fait, tu dois dialoguer avec une machine, et il faut bien dialoguer avec elle. Mais le problème, c'est que la machine, c'est toi qui la fait fonctionner, c'est toi qui lui dis comment faire les choses. Mais le problème, c'est que des fois, tu es sur des systèmes dépendants. Donc, tu vas avoir des mises à jour, des fois, donc, tu vas avoir des conflits au niveau du logiciel qui vont arriver tout bonnement, mais vraiment normalement. C'est un truc de fou que vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que je vous dis, tous les gens qui font de l'informatique vont vous le dire et vous allez péter un plomb. C'est vraiment que tu peux faire un logiciel la veille, il fonctionne de A jusqu'à Z, tu sauvegardes, tu éteins ton ordi, tu reviens le lendemain matin, ça ne fonctionne plus. C'est un truc de fou, vous vous rendez pas compte. Vraiment, vous vous rendez pas compte que l'informatique, c'est ça. Dans n'importe quel autre domaine, ça n'existe pas. Donc, si ce système-là a été fait côté logiciel, côté développement logiciel, c'est le cas pour tout en informatique, en fait. Et l'informatique, c'est vraiment un domaine qui est extrêmement, extrêmement large. Vous vous rendez pas compte à quel point il y a 50 000 métiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir exemple, je vais reprendre l'exemple du développeur, mais tu vas voir quoi? Le développeur. Dans le développeur, tu vas voir quoi? Back-end, front-end, et full stack. Donc le gars qui fait l'arrière, le gars qui fait le devant et le gars qui fait tout. Mais dans ces mecs-là, il y a encore des sous-branches. Parce que tu vas avoir le développeur front, et là je vous dis vraiment un classique de l'époque, le développeur front spécialisé Bootstrap. Bootstrap qui était une librairie qui était l'une des plus utilisées, si ce n'est la plus utilisée en front. Donc ça veut dire que tu te spécialises en plus de ça dans une librairie. Et encore là, je vous ai sauté une étape, parce qu'il y a aussi le plus important, le langage de programmation. Ça veut dire que là, je vous rentre dans la case développeur front. Donc, dans développeur, ensuite, tu vas tourner à droite, tu prends développeur front. Donc, tu prends le développeur qui fait du design. Et le développeur qui fait du design, il se dit quoi? Ben, moi, je vais faire une spécialisation dans un des langages de programmation. Donc, souvent, ça va être JavaScript. Et dans JavaScript, il se dit non, mais en plus, moi, je vais encore me spécialiser, je vais aller faire du Bootstrap. Donc, c'est vraiment, c'est cafouille. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est du faux semblant, en fait. C'est du faux semblant. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire en informatique, et là je fais un petit bond dans le temps, mais je vais revenir en arrière juste après, c'est que c'est de l'hypocrisie en fait l'informatique. C'est vraiment de l'hypocrisie parce que tu peux être spécialisé dans telle chose, au final tu vas faire ce qu'on te demande parce que c'est le besoin du logiciel, un point c'est tout. Ça veut dire que tu peux être développeur front, on va quand même te faire faire du back. Tu peux être développeur back, on va quand même te faire faire du front. Et si besoin, on te fera faire autre chose que du développement logiciel parce que finalement tu touches à un ordi, donc tu comprends bien, tu es informaticien. Donc tu vas nous faire le PDF aussi, tu vas nous faire le PowerPoint, tu vas nous faire l'Excel. Des trucs qui n'ont rien à voir parce que tu es un peu l'informaticien du coin. On pense vraiment que cette image de l'informatique, de l'informaticien du coin, l'informaticien de la famille ou l'informaticien au sein d'un groupe, ça a disparu, mais non, c'est toujours là, c'est toujours là. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème qui n'a rien à voir même avec tes compétences, tu es censé le faire parce que tu touches à un ordinateur. C'est un truc de fou, vous vous rendez pas compte à quel point. Et c'est vraiment institutionnalisé même dans les entreprises et même dans les écoles. Le pire, c'est que là, je me suis égaré depuis tout à l'heure sur ce sujet, donc je suis parti loin, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que cette réalité-là, vous allez l'apprendre dans les cursus de formation pro. Mais le problème des formations pro, c'est que comme l'éducation classique, l'éducation scolaire, il y a des pour et il y a des contre. Et certes, l'éducation pro, elle va vous permettre d'aller plus vite, donc vous allez avancer plus vite, vous allez apprendre des choses moindres que si vous aviez fait un cursus normal, mais par contre, vous allez apprendre ce qui se fait sur le marché. Donc vraiment, à la fin, vous allez apprendre à travailler. En fait, une fois que vous êtes sorti de là, vraiment, vous allez travailler directement, vous allez être apte sur le marché du travail. Mais le truc, c'est que forcément, il y a plein de choses qui passent à la trappe. Pourquoi? Parce que généralement, ces formations pro, et là, je vais vous le dire dans les deux cas, dans les deux que j'ai faites, ça veut dire la formation pro en développement logiciel qui était spécialisée dans ça, et ensuite mon école professionnelle, école Microsoft. Ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose.
Microsoft, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Tu es censé être au top. Mais là, ce que je vais vous raconter, les problématiques de fou que j'ai rencontrées, elles ont été dans les deux cas. Donc dans une école, une petite école régionale lambda qui t'apprend à faire du développement logiciel et une école limite internationale qui appartient à Microsoft et qui vont te faire pareil des trucs de fou. Tu te dis, attends, c'est un truc de malade mental. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le milieu de l'informatique qui est comme ça. C'est le milieu de l'informatique qui est comme ça. Ça veut dire que tout le monde a conscience que ça va trop vite, mais tu peux pas t'adapter. Donc, tu es quand même censé faire un cursus qui est droit, qui est logique. Tu es censé avancer de façon cohérente, mais c'est pas possible en fait, parce que tu vas arriver sur le marché, il faut que tu saches faire, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois un pourcentage de réussite pour l'école. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les cursus pro, donc que ce soit les formations professionnelles ou les écoles professionnelles, et même, si je dis pas de bêtises, l'éducation nationale, ça fonctionne au pourcentage de réussite au niveau des écoles et au niveau des promotions et des sessions. Et ça fait que il faut absolument que tu sois une donnée positive pour l'école. Alors quand je vous dis ça, c'est par exemple, une fois que vous avez fini votre formation pro ou votre école professionnelle, eh bien, si vous êtes embauché par derrière, eh bien hop, on cause sur une petite case, lui, c'est 10%. Lui, c'est 10%, donc on a 10% de réussite au niveau de l'école juste sur lui. Et après, ils font ça fois tous les élèves qui trouvent un job. Et après, ben, l'école, elle retouche des subventions par derrière parce que les subventions, ça fonctionne au pourcentage de réussite. Sachez une chose, je vais parler de soupçons pour éviter d'avoir des problèmes, mais je dis pas que Microsoft l'a fait, mais dans le milieu, il y a du trafic de pourcentage de réussite. C'est évident. C'est évident vu que ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins, c'est quand même d'avoir un pourcentage de réussite élevé pour pouvoir relancer des sessions par derrière pour avoir plus de subventions. Et moi, de mon expérience, j'ai déjà vu des personnes avoir leur année alors qu'elles n'étaient pas tellement là. Elles n'ont pas non plus validé leur trimestre ni leur semestre, elles n'ont pas validé leur certification, mais ça a quand même été compté comme un pourcentage de réussite par derrière. Et des fois même, là je vous raconte des trucs de fou, ça signait les élèves qui étaient absents. Ça veut dire qu'on disait que cet élève est présent alors qu'il est absent. Pourquoi? Parce qu'un élève qui est trop absent, ben, c'est un élève qui sort du cursus, c'est un élève qui sort de l'école, et du coup, c'est un pourcentage de réussite en moins. Donc, il n'y a pas de subvention par derrière. Et ça, il faut que vous le compreniez. Donc, c'est quand même un système qui a quand même la notion de l'argent en priorité. Et ça, vous allez un peu en baver de ce côté-là parce que, en plus, je crois que c'est un même, mais c'est pas toi qui décides en gros, tu vois. Tu vas vouloir faire ton année, mais ça va pas se passer comme prévu. Parce que tu vas prendre déjà des technologies, c'est pas dans ton domaine. Par exemple, moi, je me souviens des 2 premières semaines que j'ai faites au sein de l'école Microsoft en intelligence artificielle, on a fait 2 semaines de front au début. Donc, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec le domaine. Mais alors rien à voir, jamais tu feras du front en intelligence artificielle. Ça veut dire que là, on nous a fait faire pendant 2 semaines du développement logiciel front au début de l'année. Moi, quand on m'a demandé de faire ça, je leur ai dit non. Je leur ai dit: «J'ai fini de faire du développement logiciel parce que j'en avais marre, j'avais plus envie de faire ça. Je sais faire, mais je peux vous garantir que je vais pas faire ça pendant 2 semaines. Moi, je suis venu pour apprendre de l'intelligence artificielle». Mais comme ils connaissent la réalité du marché et que peut-être, potentiellement, on va te demander ça en entreprise, eh bien, ils te le font quand même faire. Donc, c'est à la fois bien, mais c'est à la fois pas bien, en fait. Ça devrait pas être comme ça, mais tu es obligé de le faire quand même. Parce que ils ont raison dans un sens, c'est que moi, en entreprise, après, on m'a demandé de faire des PowerPoint, on m'a demandé de faire tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle. Parce qu'encore une fois, tu es l'informaticien du coin. C'est aussi bête et méchant que ça. Et donc, je vais essayer de procéder un petit peu chronologiquement. Dans mon année de développement logiciel, il y a eu des problématiques qui ont été récurrentes. Et je pensais que c'était parce que c'était une petite école régionale et que du coup, forcément, il y allait avoir des problèmes parce qu'il manquait de budget et tout. Mais que nenni, que nenni, que nenni. Ces écoles touchent quand même des subventions et il peut y avoir des problèmes, c'est normal, et rien n'est parfait, hein, même dans les plus grandes écoles. Mais les problèmes que je vais vous citer, c'était vraiment gravissime. Mais vraiment, vraiment gravissime. Ça veut dire que déjà, tu n'as même pas une réelle salle de cours. Ça va souvent être fait sur le tas rapidement parce que, comme je vous ai dit, c'est des écoles qui arrivent rapidement pour toucher rapidement les subventions, pour facilement être premières dans leur domaine. Et donc, forcément, tu vas être dans une salle où tu peux avoir des présentations, où tu peux avoir des spectacles, où tu peux avoir des animations et tout. Mais en fait, eux, ils vont la privatiser pendant toute une année, pendant la session, et pendant les vacances, ils vont la laisser, ou des choses comme ça. Et du coup, ils vont aménager la chose. Et forcément, ben, c'est pas fait pour être une salle de classe. Ça veut dire que des fois, ça va manquer de fenêtres. Des fois, le vidéoprojecteur, il va partir à droite à gauche. Tu vas pas pouvoir bien voir le tableau. Tout ça, ce que je vous dis, c'est bidon, hein. Ça limite, à la rigueur, c'est pas grave. Moi, par exemple, dans les 2 écoles que j'ai faites, c'était comme ça et c'est pas ce qui m'a gêné le plus. Ce qui gêne le plus, c'est l'organisation. Parce que généralement, l'organisation de ces choses-là est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Parce que comme ils font un petit peu tout sur le tas, vu que c'est fait rapidement,
Ben, ils ont le temps de rien prévoir, de rien mettre en place, et ça se ressent directement. Quand l'école va te faire participer à un événement, ça va tellement être fait sur le tas que limite tu vas participer à l'événement, mais les organisateurs ils vont pas savoir que tu participes à l'événement. Dire toi, imaginons que tu gagnes, ils vont dire ben non, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ils vont dire mais t'es qui toi? Ah, franchement, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Et en fait, il y a des pratiques, donc c'est pour ça que j'incrimine pas que l'école, hein, ces écoles-là, vraiment, ça reste quand même des pratiques du milieu de l'informatique parce que l'informatique, c'est quand même assez spécial. Par exemple, ce que je peux vous dire réellement, c'est que les clichés que vous avez en informatique existent et c'est vrai, hein. C'est un truc de fou, comme moi, ça m'a choqué. C'est-à-dire que l'archétype du boutonneux derrière son ordinateur qui prend pas soin de lui, qui est asocial, tout ça, il est souvent vrai en informatique. Il est souvent vrai. Ma première session, elle était divisée en deux types de personnes. Comme je vous l'ai dit, je le fais chronologiquement, donc ensuite je vais parler de la seconde session. Mais dans la première, il y avait les vrais geeks, les vrais développeurs. Ils mangent leur clavier, ils mangent des lignes de code, c'est leur vie. Mais forcément, ces gars-là, c'était des monstres, hein. C'était des monstres. Ça veut dire que l'exercice que tu devais faire en une semaine, toi, eux, ils le faisaient en une nuit. Normal, sans pression. Et le pire, c'est qu'ils étaient tellement bons dans leur délire, c'est qu'ils n'arrivaient pas à t'expliquer. Parce que pour eux, c'était naturel. Ils comprenaient pas que toi, tu n'y arrives pas ou que tu comprenais pas. Mais à contrario, ils n'avaient aucune notion de savoir-vivre. Ça veut dire que je vais vous raconter une anecdote qui est frappante. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu quitté ce milieu-là, parce que moi, je me reconnaissais pas. J'étais pas quelqu'un comme ça. Et je me souviens d'une anecdote. En gros, le lendemain des cours, on devait faire ce qu'on appelle un job dating. Et ça, c'est plein de trucs en informatique. C'est les plus gros trucs d'hypocrite qui servent à rien. Et je vais tous vous les expliquer en détail, mais là, c'est juste pour l'anecdote. Donc, c'est un peu le même délire du speed dating, mais le but, c'est pas de trouver l'amour, entre guillemets, c'est de trouver un job, de trouver un employeur. Et l'odeur était abominable. Parce que comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de gens négligés en fait. Et moi par exemple, et c'est pas pour faire la prétention, mais en tant que musulman, alhamdoulilah, l'hygiène est important. Donc forcément, tu te laves, tu prends soin de toi. C'est pas le cas de tout le monde. Et là, bien évidemment qu'il y a des gens qui sont pas musulmans, mais qui sont aussi propres sur eux. C'est pas la question. Mais en gros, quand tu prends un développeur pur sang, un vrai geek, ben là c'est chaud. Là c'est chaud. Vraiment, et tu mets ça fois 5 personnes, fois 10 personnes, ben ça sent réellement. Et la directrice, elle est arrivée. Elle a passé le seuil de la porte, elle a dit bon, je vous fais le topo, demain job dating, venez habiller comme ça, faites ci, faites ça. Ah oui, et lavez-vous. Ah, c'est terrible, on se rend pas compte à quel point c'est terrible, je crois. Enfin bref. Et donc, tu as cette partie-là, et tu as l'autre partie, donc les gars comme moi, qui n'ont rien à voir avec le monde de l'informatique, qui sont là pour tester, essayer, apprendre, voir si ça leur convient, mais on a quand même gardé les codes d'autres métiers, des codes standards, donc on est plus social, on a d'autres savoir-faire, donc du coup ça jongle un petit peu entre les deux. Et le problème, c'est que quand tu mélanges les deux, bah forcément il va y avoir des conflits, parce que les deux types de personnes ne se comprennent pas. Mais ce qui est fou, c'est que les asociaux entre eux ne se comprennent pas non plus. Et donc ça donne lieu à des situations, vous vous rendez pas compte à quel point, hein, parce que là je parle des élèves, mais il n'y a pas que les élèves, les professeurs aussi. Il y a des histoires d'élèves qui se battent avec les profs, et quand je vous dis les élèves, attention, c'est un cursus pro. Moi, tous les cursus que j'ai fait en pro, j'étais quasiment le plus jeune. J'étais déjà majeur, 18, 19 ans, 20 ans max. Moi, je vous parle, il y avait quand même des gens qui étaient plus vieux que moi. Pareil, eux aussi étaient majeurs. Donc ça fait 20 ans, 21, 22 ans, voire plus. Donc c'est eux, quand on parle d'élèves, c'est eux. Et il va y avoir des altercations entre le prof. Le prof peut avoir le même âge qu'eux, voire être plus vieux, et il peut y avoir des bagarres. Et tu te dis, toi, t'es là derrière ton PC, et tu vois la scène, tu te dis, mais où est-ce que je suis tombé? Tu te dis, où est-ce que je suis tombé? Un prof qui se bat avec son élève. Pour des histoires bidons en plus, hein. Enfin, c'est des histoires bidons qu'il y a aujourd'hui de partout, hein. Et je comprends, hein. C'est du style, tu m'as mal parlé, comporte-toi mieux, tout ça, tout ça. Et oui, l'éducation, le respect se perd, hein. Moi, je vous parle de ça, c'était il y a 7 ans, donc imaginez-vous aujourd'hui, c'est encore pire. Donc à la rigueur, je peux comprendre. Mais voilà, en fait, c'est des milieux où ça va énormément mélanger professionnel et personnel. Et ça, généralement, c'est pas bon. Quand tu mélanges professionnel et personnel, c'est pas bon. Parce qu'en fait, l'informatique, c'est vraiment un milieu qui est paradoxal. Parce que c'est un milieu très professionnel. En fait, dans les faits, c'est très professionnel. On te demande en fait d'être professionnel, d'être technique. Mais l'humain n'est pas comme ça. Ça fait que tu vas te retrouver avec des problématiques qui sont des problématiques sociales et personnelles. Et tu dis ça à une personne qui n'a pas ces codes-là, ben ça peut que exploser, ça peut que exploser, ça peut que créer des situations comme je vous l'ai dit. Ça finit par du MMA, des étranglements entre élèves professeurs. Tu te dis wesh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc forcément, l'année va être entachée par toutes ces choses-là. Je dis pas que c'est pas normal, je dis pas que c'est normal. Quoique si quand même, c'est abusé. C'est abusé, mais bon. Ces types de situations, je les ai tellement vécues que c'est devenu normal pour moi. Parce que là, je vous ai dit, là, c'est que le début de ce que je vous raconte par rapport à la première école.
Mais encore une fois, c'est entaché par le milieu de l'informatique. Le milieu de l'informatique où, encore une fois, là où ce qu'on te demande, c'est juste d'être performant, bah, ça va pas être le cas en fait. Au final, on va pas te demander d'être performant. On va te demander d'être plus que ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir le délire de l'informaticien du coin, mais c'est même pas que ça. C'est que par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des job dating. C'est un pan parmi tant d'autres de toute la stupidité de forcer les gens à être social en informatique pour des résultats qui ne servent à rien, mais vraiment qui ne servent à rien. Par exemple, le job dating, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous arrivez dans une salle, il y a plusieurs recruteurs, donc ça se passe comme un speed dating. Tu es là, tu as des tables, tu fais le tour des tables en fonction des entreprises et du type d'emploi qu'ils proposent. Et au lieu de parler avec vous, ils vont vous donner une fiche. Par exemple, après, il y en a qui vont parler avec vous. Je dis ça, mais c'est différent. Il y en a qui vont parler, ils vont te demander de te présenter. C'est histoire de faire un petit peu de réseau, d'avoir du contact. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais sauf que c'est tellement hypocrite parce que tout le monde connaît la réalité du marché. Tout le monde sait que tu as beau être spécialisé en ci, en ça, tu vas finir développeur classicos. Et en plus de ça, on va te faire va réparer l'imprimante du coin, elle bug. Ce qu'on te demande de faire lors du speed dating, donc il y en a qui vont parler de façon normale. Et généralement, eux, c'est juste pour faire acte de présence. Hein, ils sont là, ouais, tranquille, tu t'appelles comment, tu fais quoi, là, super, deviens mon ami. Et après, tu as ceux qui sont là vraiment pour trouver quelqu'un, mais eux, ils abusent. Eux, ils abusent à mort. En fait, ils vont vous donner une fiche test d'informatique. Alors, c'est un truc de fou. C'est une fiche test d'informatique que vous allez faire sur papier. C'est une espèce de. C'est même pas un QCM, parce que j'allais dire c'est un QCM, mais pas du tout, en fait. C'est vraiment du style, vous allez avoir une ligne de code, et dans cette ligne de code, il va y avoir un trou. Et dans ce trou, bah, par exemple, vous allez devoir écrire une variable. Mais moi, je comprends pas le délire. Si tu veux que je fasse de l'informatique, ramène-moi un ordinateur. Tu veux me tester informatiquement parlant, tu me ramènes un ordi. Pourquoi tu veux que j'écrive des variables sur une feuille blanche? Je comprends pas. Et c'est que ça. Et le pire, c'est que c'est hyper galère. C'est hyper galère parce que t'as pas le contexte, t'as pas les données, t'as rien du tout. Et on arrive, on est là, on te dit, tiens, voilà la feuille. T'as 10 minutes et tu fais le maximum. Et en fait, eux, ils mettent des trucs tellement compliqués que personne ne réussit. Même les monstres que je vous disais dans ma session que j'avais n'ont pas réussi parce qu'en fait, c'est fait pour que vous ne réussissiez pas. C'est juste pour voir jusqu'à où vous êtes prêt à aller. Et le meilleur, bah, à la rigueur, on va échanger un mail. Donc c'est vraiment un monde qui m'énerve à ce niveau-là. C'est un truc de fou. Si vous voulez pas de nous, dites-le nous directement, arrêtez de faire semblant. C'est aussi simple que ça. Personne ne perd son temps comme ça. Ensuite, vous avez un autre délire qui s'appelle les afterwork. Donc ça, bon, c'est pas que dans l'informatique, mais on va pas se mentir, tous ces délires-là, ça vient de là. C'est tout le délire start-up, entrepreneuriat, machin. Et là, c'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire qu'on va dire, ouais, viens à cet afterwork, viens à ce meet-up, c'est à peu près la même chose, qui est un événement centré autour de quelque chose. Donc ça peut être une technologie en informatique, une nouvelle, un événement, mais que nenni, c'est juste un prétexte pour arriver à faire un peu la fiesta entre potes, se taper des barres et faire du réseau. Mais en aucun cas tu vas apprendre quelque chose. La plupart du temps, c'est niet, nada, que dalle. Tu fais rien du tout. Tu fais rien du tout. Et c'est vraiment bizarroïde parce qu'il y a des gens qui viennent vraiment pour ce qui est de base, c'est-à-dire pour présenter quelque chose. Et en vérité, ben ça crée des situations vraiment bizarroïdes où le gars qui est vraiment venu pour présenter sa technologie ou pour parler d'un truc, ben les gens vont l'écouter à moitié en fait. Parce que les gens ne sont pas venus pour ça. C'est un truc d'hypocrite. C'est une situation hypocrite, ça sert à rien. Limite, les gens continuent à parler, le regardent à moitié ou ils font des messes basses et à la fin, ils font semblant d'applaudir. Ah, super, c'était génial, arrêtez, arrêtez, tout le monde vous voit. Tout le monde vous voit, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et pour terminer, alors il y a la plus grosse douille de l'histoire que je connais, j'en ai déjà parlé précédemment dans un autre cockpit, c'est les hackathons. Les hackathons. Et je l'avais déjà dit dans un précédent cockpit, c'est ce que j'appelle de l'esclavage moderne. Pourquoi? Parce qu'en fait, un hackathon, c'est quoi? Et c'est beaucoup utilisé dans les écoles professionnelles, vu que le hackathon, c'est toujours pro. Et c'est quoi un hackathon? C'est une entreprise, ou plusieurs, ou une structure, et ça reste toujours pro, donc il y a toujours des entreprises qui sont concernées, et le but, c'est qu'une ou plusieurs entreprises donnent un projet, ou plusieurs, c'est des vrais projets, hein. C'est des projets, ça veut dire qu'eux, ils sont en train de travailler chez eux, ils sont payés pour ça, et ils les donnent à des élèves pour qu'ils le fassent gratuitement. Et le pire, c'est que les élèves, ils ont une deadline, ils ont souvent rien en échange, et c'est des conditions misérables. Mais quand je vous dis misérables, je vais vous raconter des anecdotes, vous n'êtes pas prêts, hein. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Par exemple, le premier hackathon que je devais faire, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai déjà senti venir la patate, j'avais déjà senti venir la douille. Pourquoi? Parce qu'on est là, on me dit, ouais, il y a hackathon ce week-end,
Ah oui, parce que vous allez comprendre que généralement, ça peut être en semaine. Donc le pire, c'est que ça peut vous gâcher du temps. Parce que des fois, là, je vous dis c'est un week-end, mais des fois, ça va faire partie de votre semaine de cours et tout, donc c'est juste une perte de temps. Et en gros, on va vous dire quoi? Venez faire le hackathon avec telle entreprise, elle va vous donner un projet, et le pire, c'est que c'est bien parce que je suis poli et tout, mais les entreprises, elles savent pertinemment qu'elles vont embaucher personne la plupart du temps. C'est juste un moyen pour eux de gratter de la main-d'œuvre gratuite, mais vraiment gratuite, vous vous rendez pas compte à quel point. Parce que je vais dire que c'est des fous. Voilà, pour être poli. Eux, c'est fous, ils viennent, ils ont l'audace de dire fais tel projet, et c'est leur vrai projet de leur société qui taffent dessus depuis des années, des projets que tu dois faire sous un an ou des mois, et ils te disent fais-le, t'as tout le hackathon pour le faire. Et le culot, c'est un truc de fou. Et le pire, c'est quand t'es élève, tu comprends pas, tu sais pas, tu dis c'est normal, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Tout travail mérite salaire. Parce que ça vient d'un délire en informatique qu'on va vous sortir très, très, très souvent. On va vous dire, vous êtes des passionnés, vous vous en foutez du salaire. Votre salaire, c'est la passion. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Les gros geeks dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des monstres, ils s'en foutent en réalité parce que c'est comme s'ils jouent aux jeux vidéo. C'est leur délire, ils kiffent ça, donc tu les payes 600 € par mois ou 6 000, ils s'en foutent royalement. Mais le problème, c'est que les gars comme ça, ils tuent le marché. Il faut arrêter. Si vous m'écoutez, les gars, arrêtez de faire ça. Surtout qu'en plus, vous êtes les monstres techniques parmi nous. C'est-à-dire que si maintenant, tout le monde respectait les développeurs ou tout le monde respectait le monde de l'informatique, vous seriez les mieux payés. Et vous êtes là, vous acceptez de faire des projets qui valent des milliers d'euros, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, gratuitement limite. Parce que oui, ouais, je m'en fous. Ah, réellement, je vous ai déjà dit, il y a un des monstres de cette promotion-là, je lui avais déjà dit ça à l'époque. J'ai dit, mais toi, t'es le meilleur de la promo, vends-toi, tu vois. Je me souviens, il se faisait payer, je crois, 600 balles par mois. Et je lui disais, mais toi, frère, c'est pas 600 balles que tu vaux, frère. Minimum 3000, minimum. C'est le classique, le standard. Et il me dit, non, moi, je m'en fous. Mais ouais, mais le problème, c'est que si tout le monde s'en fout comme toi, bah, tu tues le domaine. Tu tues le domaine. Les sociétés, elles sont pas débiles. Elles connaissent le marché, elles vont se dire, bah écoute, on peut avoir un très bon développeur pour 600 balles. Pourquoi est-ce que je te prendrais toi qui réclame 3000 €? Bah, je veux dire, c'est logique pour elle. Et tout ça, c'est alimenté par les délires comme les hackathons. Et du coup, les hackathons, t'es là et je vous parle même pas des conditions. Parce que du coup, les écoles, elles savent. Et elles font quoi du coup? En fait, vous allez dormir là-bas. Vous allez dormir sur votre lieu de travail temporaire, qui est souvent une salle d'événement, qui a été rafistolée pour faire le hackathon. Et donc, vous allez dormir comme comme des va-nu-pieds, comme des sauvages, vous allez dormir. C'est abominable. C'est abominable. Ça veut dire que tout le monde sait aujourd'hui, avec le nombre d'études, et c'est même de la logique pure et simple, que être en forme, c'est hyper important pour travailler. C'est mieux quelqu'un qui travaille 4 heures par jour, mais qui est pleinement en forme, que quelqu'un qui travaille 10 heures par jour et qui est éteint toute la journée, qui est mort, qui est fatigué. C'est normal, il va pas être efficace. Sauf que le délire des hackathons, c'est vraiment débile et stupide à ce point-là. On te dit, ouais, t'es un élève, t'as l'énergie, tac. Donc, dans les deux cas, vous allez vous faire avoir parce que si c'est fait pendant une semaine de cours, vous allez louper une semaine de cours en réalité. Et sinon, si c'est fait le week-end, vous allez même pas profiter de votre week-end, vous allez même pas vous reposer. Je veux dire qu'en plus, ça vous pète pas justement la fatigue du moment présent. Vous allez être fatigué alors que normalement, vous êtes reposé le week-end pour pouvoir réattaquer votre semaine. Non, c'est d'une stupidité qui est sans nom. Et comme je vous l'ai dit, vous allez dormir là-bas, ça va être fait, mais n'importe comment. Ça veut dire que ça va être dans des poufs qui sont à semi-gonflés. Et là, je vous parle du premier hackathon qu'on m'a demandé de faire, hein. Ça veut dire que moi, on m'a dit juste, tu dors là-bas. J'ai dit non. J'ai dit non. Moi, je suis quelqu'un de normalement constitué. J'ai un chez moi, je vais dormir chez moi. Mais non, je vais pas dormir n'importe comment comme ça par terre sur des poufs bizarres. Et là, c'est le pompon sur la Garonne, comme on dit. Hein, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. En fait, le hackathon, je me souviens plus trop comment il s'appelait. Mais c'était un jeu de mots avec la musique Wake Me Up Before You Go Go, une ancienne musique. Et c'est un hackathon de fou malade. C'est vraiment un hackathon de fou malade, vous vous rendez pas compte. C'était peut-être Hack Me Up, un truc comme ça. Je me souviens plus trop, hein, le nom précis de ce hackathon. Et c'est malade mentaux, ils ont fait quoi? Ils ont mis la musique dont je vous ai parlé, Wake Me Up Before You Go Go, 24 heures sur 24, tout le week-end, sans arrêt. Sans arrêt. C'est la folie, c'est la folie. On vit dans un monde de fous. C'est-à-dire que là, on vous dit, vous allez travailler jusqu'à pas d'heure. En vérité, vous allez travailler comme un esclave parce que vous n'allez pas dormir. Vous allez travailler nuit et jour, sans repos. Et le peu de repos que vous avez, il y a la musique qui va vous taper dans les oreilles. Il y a du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un truc de malade. Et le pire, c'est que même quand tu vas dormir, elle y est la musique. Non, c'est trop. C'est trop. Et le pire, c'est que ça valide ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça valide ce que j'ai dit tout à l'heure parce que
Tu vas te laver où? Tu vas te laver où? C'est des salles de spectacle et tout, la plupart du temps, tu vas te laver où? Il y a pas de douche. Il y a pas de douche, il y a pas d'intimité, il y a rien du tout. C'est pour ça que moi, j'ai jamais fait un hackathon complet. Pour moi, c'est un truc de fou. C'est de l'esclavage plus des conditions exécrables. Parce que comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, tu vas faire un hackathon, ça ne te servira à rien. Parce que les entreprises sont malsaines, elles savent très bien, qu'elles sont là pour profiter des petits apprenants, comme on les appelle. Elles sont là pour profiter. Et si tu arrives à gratter un stage, c'est déjà bien. Alors qu'en réalité, la plupart du temps, tu vas rien gratter du tout. Et des fois, ils essaient d'être corrects. Donc, ils te mettent ils te mettent des petits lots, des petites récompenses dans les hackathons. Mais c'est des trucs bidons par rapport au travail que tu as fourni. C'est des trucs bidons. Ils sont là, ils vont te dire, oh, t'as gagné un coupon. Oh, t'as gagné 10 crypto-monnaies de ça. Et au final, t'as ni le coupon ni la crypto. Et même si t'as l'un des deux, ça vaut rien par rapport à la quantité de travail astronomique que t'as fait. Les monstres que je vous parle, s'ils faisaient le hackathon, ils pouvaient finir. Ils pouvaient finir les projets qu'on leur a demandé. Gratuitement, vous vous rendez pas compte à quel point moi, ça me sidère encore aujourd'hui, ça me tue. Ça me tue, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, moi, ce hackathon, j'ai refusé de le faire. Et le pire, c'est que, comme c'est instancié dans le milieu que tout le monde en fait, quand tu le fais pas, ça va te regarder de travers. Ça va dire, t'es là, tu casses la dynamique du groupe. J'ai pas de rancune envers les personnes, hein. J'ai pas de rancune envers les personnes ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est un constat. Encore aujourd'hui, je suis subjugué de la bêtise. Ouais, c'est comme ça que c'est pro, ça, j'ai oublié de le dire, mais forcément, tu vas faire beaucoup de stages. Tu vas même faire des projets professionnels. Donc, à l'instar des hackathons, en gros, c'est des entreprises qui vont venir te voir, elles font un petit partenariat avec l'école. Et les apprenants, ça va être découpé en plusieurs états des apprenants. Ils vont faire des groupes et tu vas travailler sur des projets. Après, ça, c'est en fonction de l'entreprise sur laquelle tu tombes. Donc voilà, c'est pareil, encore une fois, tu travailles gratuitement, mais bon, ça, à la rigueur, ça va. C'est-à-dire que tu as quand même le confort d'être à l'école, tu rentres chez toi le soir, c'est normal. Et vous inquiétez pas, hein, on va en parler aussi des entreprises dans ce milieu. Elles sont bien pires que les écoles. Enfin bref, pour en revenir sur le sujet, ah oui, et la douille aussi monumentale, ça j'ai oublié d'en parler, c'est ce que vous remportez en fait à la fin de votre école, entre guillemets. Ça veut dire que souvent, vous allez remporter des certificats bidons qui vont jamais vous servir à rien. Et au mieux, vous allez avoir un RNCP. Et un titre RNCP, c'est un titre professionnel qui est l'équivalent d'un diplôme universitaire. Donc, enfin, d'un diplôme pas forcément universitaire, mais un diplôme. Ça veut dire que tu peux avoir un équivalent bac+2. Et en fait, ça, professionnellement, c'est censé t'aider, mais c'est une douille. C'est une douille. Et récemment, avec un ami, N, celui dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, on a regardé ce que ça valait un titre RNCP. Ça te permet au niveau de la loi d'avoir certains avantages pour faire comme si tu avais un équivalent, comme si tu avais un diplôme. Donc, si tu as un RNCP bac+3, tu es censé avoir l'équivalent d'un bac+3, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ça veut dire que peut-être que ça va marcher au sein de certaines structures, par exemple au niveau de l'État pour reprendre les cours, mais en aucun cas vous allez être payé comme un bac+3. Ou si vous avez un RNCP bac+5, en aucun cas vous allez être payé comme un bac+5. Ça veut dire qu'un bac+5 et un master, quand il va commencer, mais pas forcément quand il va commencer, mais il va toucher bien. Vous, maximum, vous allez toucher entre 2000 et 3000, maximum, pour un NCP bac+5. C'est le max que vous allez toucher, parce que au niveau de la loi, l'obligation, elle s'arrête là. C'est de vous payer jusque-là. Donc ouais, non, ça aussi, c'est une douille incommensurable. Et pareil, les jurys, il faut en parler des jurys. La plupart du temps, là aussi, c'est un peu magouillé, on va pas se mentir, c'est un peu magouillé. C'est ouais, tu sais, notre pourcentage de réussite, essaye de nous mettre bien. Essaye de nous mettre bien, essaye de faire en sorte que les élèves réussissent. Le pire, c'est que les jurys, bon, ça, c'est un petit peu dans tout, en vérité, c'est un petit peu dans tout, mais les jurys sont trop versatiles. C'est pas les mêmes jurys. Tu peux tomber sur un jury, le gars, il est trop laxiste, il donne à tout le monde. Et moi, bien évidemment, je suis pas tombé sur ça. Moi, tu tombes sur le gars qui a 50 ans de métier, il est hyper ferme, hyper dur sur ses positions. Il sait pas que toi, tu viens de démarrer le métier, tu as fait une année, voire deux, tu es là, tu viens juste d'apprendre. Donc si tu maîtrises les bases, c'est déjà bien. Non, c'est sans broncher. En plus, hein, le gars, il se dit pas, je me remets dans le contexte, j'essaie de voir de quoi il est capable en fonction de ce qu'il a fait. Donc oui, donc là, c'était un petit peu pour parler de toutes ces fraudes. Mais honnêtement, il y a beaucoup de problématiques. Mais encore une fois, j'incrimine pas forcément les personnes parce que encore une fois, c'est un milieu où tu dois gérer toutes ces problématiques quoi qu'il arrive. Et ce ne sont que des êtres humains et forcément, c'est difficile à gérer. Honnêtement, c'est difficile à gérer. Moi, si on me le propose, je le ferai pas. Je gérerai pas des trucs comme ça, c'est pas possible. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, je sais dans quoi je m'embarque, non. Non. Après, il y en a qui ont l'audace de vouloir le faire, ils se rétament, après voilà, c'est comme ça, c'est ce domaine. Donc, tout ça, c'est ce que vous allez rencontrer en cursus pro. Et là, je vous ai dit, c'était pour mon BTS, donc c'était un bac+2. Bac+2, et vous vous dites que ça s'améliore avec le temps. Ça veut dire que vous allez faire un bac+3 ou un bac+4 ou un bac+5. En professionnel, ça va être mieux. Que nenni. Que nenni. Maintenant, on va passer à l'année que j'ai faite à Microsoft. Ça reste quand même plus droit. Donc, il n'y a pas d'histoire de gens qui vont se battre entre eux, qui vont s'étrangler, tout ça. Mais par contre,
Waouh, waouh, parce que du coup, ça prend des proportions plus cadrées. Ça fait qu'au lieu d'avoir une bagarre, tu vas avoir des gens qui finissent en procès. Pour des dires, juste pour des dires, hein. C'est-à-dire qu'un tel m'a insulté de ci, un tel m'a insulté de ça, un tel a dit ça de moi. Ça peut finir jusqu'au procès. Donc forcément, bien évidemment, ça va pas jusque-là, parce que les gens, au bout d'un moment, ils commencent à raisonner, ils se disent, wesh, on est juste là pour apprendre l'informatique, on va pas aller jusqu'à un procès juste pour des histoires comme ça. Il y a eu des demandes, j'ai eu des plaintes, il y a eu des trucs comme ça, c'est vraiment un délire de malade mental, on va pas se mentir. Mais donc c'est pareil, pour entrer dans cette école, c'est la même chose, tu fais des présélections. Encore une fois, les jurys, c'est soit un qui est trop laxiste, un qui est trop ferme, un qui est trop dur, et puis c'est mélangé. Ça veut dire que dans le jury, tu vas avoir le représentant de l'État, lui, il s'en fout. On va pas se mentir, hein, il s'en fout, hein, parce que oui, en fait, la particularité, c'est que ma première école était plutôt régionale, donc elle dépendait de personne à part d'elle-même. Donc ça, c'est aussi un avantage, hein. Ça veut dire qu'elle avait de compte à rendre à personne à part d'elle-même ou à l'État pour les subventions. Mais par contre, l'autre, c'était une école qui impliquait beaucoup de monde. Elle impliquait beaucoup de monde. Donc, elle impliquait Microsoft, elle impliquait une grande ville. Et donc, forcément, tu as des représentants des deux. Au niveau de tout ce qui est administratif, logistique, au niveau des jurys, au niveau de la structure, tu vas traiter avec les deux. Et le problème, c'est que là où, pour une fois, j'avais des profs qui savaient ce qu'ils faisaient, hein, c'était des profs techniquement qui étaient très bons. Et eux, forcément, ils ont su déceler les gens qu'il fallait prendre et les gens qu'il ne fallait pas prendre. Ben forcément, tu as le côté diplomatique, parce que ça implique des maires, des villes et tout. Discrimination positive, faut que tu prennes un tel, faut essayer de prendre un tel. Non, ça c'est l'image, c'est bien, comme ça l'école aura une bonne image. Et tu te retrouves avec des trucs de fou. C'est de la giga hypocrisie, parce qu'on est là, on te dit t'es là pour devenir le cadre de l'IA au sein de Microsoft, et tu vas avoir des réflexions où on va te dire attention, tu risques de pas être pris à l'école parce que tu portes trop la barbe. C'est pas le sujet, c'est pas le cœur du métier, c'est pas la chose. C'est stupide, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, au final, t'es là, tu fais ta petite épreuve, et là, cette fois, les épreuves, c'est pareil, t'as des espèces d'entretiens, comme le speed dating. Le speed dating, je m'embrouille. Le job dating, espèce d'entretien, tu parles, t'as des tests techniques, tu parles de toi, tu parles de ce que t'as fait, tu parles de ce que t'es capable de faire, tu fais quelques tests. Et tu as ce petit test à la fin qui, en fait, teste ta cohésion d'équipe et ta créativité. Parce que c'est un truc dont on a besoin d'intelligence artificielle. On dirait pas, hein, mais c'est un métier où tu dois connaître des choses, tu dois créer des choses, tu dois faire de la R&D énormément. Donc, on te dit, en fait, si ça se passe toute la journée, on va te dire la dernière heure ou les 3 dernières heures, voilà, montez une équipe, vous voyez avec qui vous vous mettez, vous devez être 4 et vous montez votre équipe, vous faites votre truc. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et le pire, c'est que nous, ça a tellement bien marché dans notre équipe que tous ceux de notre équipe qui étaient dans le groupe, ou non, je crois qu'il y en a un seul, donc on était 5, et il y en a un seul qui n'a pas été pris. Et tout le reste ont été pris. Donc ça veut dire quand même qu'on était quand même une belle bande, et on avait des capacités. On avait des capacités, ça veut dire qu'à un moment, je crois qu'on avait présenté, encore une fois, je me souviens plus trop, mais soit ça traitait d'une IA peut-être dans le système juridique ou médical, un des deux. Médical, juridique. Ouais, un des deux. Et du coup, on arrive à passer. Et après commencent les premières semaines, et comme je vous l'ai dit, on a fait 2 semaines de front. Et bien évidemment, moi, je vous ai dit que j'ai refusé à bloc parce que j'avais déjà fait assez de front en développement logiciel avec les expériences que j'avais faites auparavant. Et forcément, au bout d'un moment, on commence à attaquer le gros du sujet. Sauf que, comme c'est Microsoft, quand même, c'était un petit peu plus structuré. Mais attention, le truc, c'est que ça s'est quand même fait rapidement. Et on n'était pas dans une école en soi, parce qu'il faut savoir que cette école, quand le projet a été lancé, au lieu d'attendre que l'école finisse d'être construite, parce qu'ils ont lancé une construction au niveau du bâtiment, ils ont dit en attendant les premières sessions, ben, on va les mettre dans des salles. Et comment vous dire qu'on a changé, je crois, 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois, ouais, on a changé 3 fois. 3 fois de salle sur 2 ans. C'était chaotique. À ce niveau-là, c'était chaotique. Encore une fois, c'est l'organisation qui est chaotique dans ces trucs-là. Toute notre année dans la salle où on est resté le plus longtemps, c'était une salle de spectacle. Donc il y avait des expositions, il y avait des choses, il y avait une salle qui nous était réservée pour qu'on fasse les cours. Ça veut dire que tu dis à des gens, ouais, vous allez avoir une école, et en gros, les gens qui géraient la salle, comme le maire leur a imposé ça, ils nous aimaient pas trop déjà pour commencer, et forcément ça te crée des problèmes, de fou, hein. Du style, il y a des portes qui vont être pétées, et ils vont dire, ah ben c'est forcément eux. Peut-être que c'était nous, ou je sais pas, tu vois, peut-être que oui, peut-être que c'était nous, peut-être que c'était pas nous, mais moi, de ce que je sais, c'était pas nous. Après, c'est possible qu'il y ait des gens qui aient menti et qui aient cassé la porte, j'en sais rien. Et donc, du coup, on te dit, ouais, tu vas prendre ta pause dans la sortie A plutôt que la salle B. Après, on va te dire, non, mais en fait, ce soir, vous pouvez rester que jusqu'à 17h et pas 18h. Enfin, c'est vraiment des gamineries, alors que je vous parle des gens qui ont 30, 40 ans, voire même 50. Il s'agirait de grandir au bout d'un moment. On fait des compromis. C'est pas ta salle non plus, tu l'as pas payé. Tu es un employé comme les autres. Je vois pas ce que tu es en train de défendre. Ça, c'est un truc qu'on se le disait à l'époque avec mes potes. On disait, bah attends, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Le gars qui gérait le truc, lui, qu'est-ce qu'il veut?
c'est pas ta salle, là, toi. T'es pas propriétaire. Qu'est-ce que tu viens de nous ennuyer comme ça, là? Je comprends pas. J'ai une anecdote sur ça, c'est qu'un jour, en gros, à la fin des cours, on faisait du tutorat, et le tutorat, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à être un groupe assez restreint pour que les meilleurs aident les plus faibles, et vice-versa en fonction des sujets. Et donc, la personne qui devait fermer la salle ce jour-là, on lui a bien dit qu'on faisait du tutorat. Elle nous a dit, ouais, c'est pas grave. Dans tous les cas, moi, je pars à 18. Je dois aller chercher ma fille, nanana. On dit d'accord, pas de souci, on fait notre tutorat. Et elle vient taper vers moins 20, 17h30, 17h40, pour nous mettre un coup de pression. Ouais, dépêchez-vous, je dois aller chercher ma fille. Parce qu'elle devait pas aller chercher sa fille à 18h. Hein. Elle devait partir à 18h, c'est pas pareil. Et on dit ok. Donc on raballe un petit peu tout en vitesse et tout. Et elle était toute souriante, la personne. Elle était toute gentille. Elle nous a mis le coup de pression, mais c'était avec le sourire aux lèvres. Donc elle était gentille de prime abord. Et nous, on fait quoi? Donc les premières personnes commencent à partir, les plus speed d'entre nous, ce qui n'est pas mon cas. Il reste plus que 2 personnes à la fin. Donc il reste plus que moi et un autre étudiant. Et on se dit, bah, vas-y, on remballe, on finit. Et il était 45-50. On pousse la porte. Et elle a fait quoi? À votre avis, la personne, elle a fait quoi? Elle s'est barrée et elle a mis l'alarme. Et donc, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. On pousse la porte, c'est une salle de spectacle, il y a des expositions. Ça sonne dans toute la ville. Ça sonne dans toute la ville. Vous connaissez le topo, hein? Ça veut dire que bon, moi, je suis cramé, on va dire ça comme ça. Moi, je suis cramé, physiquement parlant. Je ne suis pas un Français pure souche. L'autre étudiant non plus. Et forcément, donc on s'est fait contrôler 2 fois parce qu'ils ont cru qu'on était des voleurs et qu'on a essayé de voler la salle. Donc on s'est fait contrôler par la police municipale, puis ensuite par la gendarmerie. Puis ensuite, ils ont fait une espèce de vérification croisée pour voir si on mentait pas. En même temps, ils ont dû trouver ça bizarre aussi. Hein. Des gars qui leur sortent, ouais, on étudie ici alors que c'est une salle de spectacle. Ils ont dû se dire, mais c'est quoi ce truc aussi là, franchement? On avait pris une photo à l'école à l'époque avec des journalistes justement pour la ville. La ville, elle mettait ça en avant. Et du coup, on a dû aller chercher ça pour qu'ils nous croient. Ouais, c'était vraiment une folie. On a perdu 2 heures. 2 heures pour des enfantillages. À leur grand âge, comme ça, ils font des trucs comme ça, mais vraiment, mais de la débilité, mais enfin bref. Donc dans cette école, un moment, donc dès qu'on a fait le front, nos profs qui étaient très techniques et qui étaient très bons, eux, ils nous ont dit, ok, vous allez faire de l'IA, tout ça, tout ça. Ils nous font faire un petit peu d'IA, mais vraiment un petit peu. Genre un mois, peut-être pendant grand max un mois, on fait de l'intelligence artificielle. Et après, ils disent, bon les gars, on va pas vous mentir, la réalité du domaine, c'est que vous n'allez pas faire d'IA. Et ils nous disent, le plus important, c'est les données. Ça, c'est ce que j'ai déjà dit dans le podcast précédent, bien évidemment, que je vous conseille d'aller checker. Et ce qui est très important, c'est justement d'apprendre à faire de la manipulation de données, donc traiter les données, manipuler les données, nettoyer les données, faire des graphes dessus, faire comprendre à une entreprise quels sont ses problèmes, tout ça, tout ça. Et nous, on s'est dit, bon, déjà, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'on voulait faire de le plus, mais bon, on l'a fait pendant des mois et des mois, on a fait énormément de SQL. Entre-temps, tu avais des entreprises qui venaient, parce que ça qui était bien, c'est comme l'IA, c'est nouveau, et on le voit maintenant avec ChatGPT, avec tout ça, c'est que l'IA, forcément, ça crée des opportunités, il y a énormément de domaines qui veulent travailler dessus, on a vraiment reçu de toutes les entreprises. Des entreprises politiques, par exemple, qui nous disaient, avec nous, vous allez gagner des millions, mais faut pas avoir d'éthique. Parce que forcément, nous, on regarde pas le bord politique qui vient demander nos services. Voilà. Après, il y avait d'autres entreprises qui étaient innovantes. Ils disaient, écoutez, nous, on veut faire de la maintenance prédictive sur plusieurs domaines. Donc, ça peut être dans le domaine alimentaire, dans le domaine ferroviaire, dans l'agriculture. Donc, tout ça, c'était hyper intéressant. Et donc, en même temps, on fait des travaux d'entreprise, à l'instar de ma première école. Et ces travaux d'entreprise, encore une fois, c'est pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas travailler avec une entreprise sur un de leurs projets. Donc moi, je me souviens, j'avais aidé une entreprise concurrente à la SNCF. Oui, ça existe. C'est un peu bizarre, mais ça existe. Et justement, c'était dans le ferroviaire. Et ça nous a vraiment aidé. Et entre-temps, il y avait aussi eu le hackathon avec Shloum du podcast précédent, de l'émission précédente. Et donc voilà, on a fait un petit peu tout ça. Donc ça nous a quand même forgé parce que oui, il y avait des données, mais après, comme nous, on avait tellement mangé des données, on avait tellement fait des données que la problématique des données, on l'a pliée rapidement. Et donc forcément, après, la seconde étape, c'était l'intelligence artificielle. Et donc, on apprend en même temps sur le tas à faire de l'IA. On fait aussi beaucoup de projets. Après cette période-là, on fait beaucoup de projets en IA, mais il commence à y avoir une problématique. Et qu'est-ce que c'était cette problématique, à votre avis? Enfin, il y en a eu plusieurs. La première, c'est que les embrouilles, elles continuent. Ça veut dire que cette fois, au lieu que ça soit un élève qui se bat avec un professeur, bah ça finit au tribunal entre élèves, professeurs ou entre élèves, élèves. Et puis après, tu as tout le fait, encore une fois, que c'était vraiment une salle de classe qui était pas cette fois divisée en 2, mais en 3.
il y avait les surdiplômés et les doctorants ensemble, il y avait les débrouillards dont je faisais partie, qui ont fait plusieurs métiers et qui sont créatifs et qui apprennent et qui font beaucoup de choses. Et il y avait les opportunistes, ceux qui étaient là juste pour prendre ce qu'ils avaient à prendre, que ça soit de l'argent, que ça soit du réseau, bref. Et franchement, faire un mix de tout ça, ça fonctionnait pas tout le temps. Ça fonctionnait vraiment pas tout le temps. Et le pire, c'est qu'après, ça se répercute dans le travail et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'après, forcément, tu mélanges les groupes et les gens vont pas travailler entre eux. C'est débile après. C'est débile, c'est débile. Et pareil, on fait tout ça, on fait des hackathons aussi, mais toujours des hackathons frauduleux. Enfin, frauduleux. Tous les hackathons sont frauduleux, mais si je vous mentionne que c'est des hackathons frauduleux, ça veut dire qu'ils sont encore plus frauduleux que la moyenne. Je me souviens qu'on nous avait fait faire un hackathon. On nous dit, ouais, vous inquiétez pas, c'est un hackathon sur l'intelligence artificielle, on va jusqu'à là-bas. C'est pas de l'IA, c'est du développement logiciel. Donc déjà, moi, j'arrive, on me met dans un groupe avec d'autres promotions de l'école, donc d'autres classes, mais qui sont pas dans le même cursus. Donc le but, c'est que nous, on se mélange à eux et qu'on fasse un projet pour une entreprise. Et déjà, nous, on arrive avec un jour de retard. Donc les équipes sont déjà faites, la cohésion d'équipe, tout ça, tout est déjà fait. Et donc là, on était obligé d'y aller. Ils nous ont dit non, sinon on vous compte les absences. Après, il faudra les justifier. Donc on a dit on n'y va pas. Mais le pire, c'est que c'était pas dans notre ville. Donc il a fallu se déplacer. Il a fallu faire le hackathon, dormir à l'hôtel. Ouais, parce que là, c'était aussi un délire. Il dit non, mais vous pouvez rester sur place pour travailler la nuit. Non, 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 non. Nous, on va à l'hôtel, on dort et on revient le lendemain matin. Mais le pire, c'est que nous, on était en négociation avec une entreprise parce j'avais déjà un petit peu formé ma team avec N et tout. Et donc du coup, on était en négociation avec une entreprise le lendemain. Et donc forcément, on a dit ah, c'est bon. Le lendemain, on a réussi à négocier pour partir, aller voir l'entreprise en question. Et donc, du coup, on est resté 15 jours. Donc, déjà, on est arrivé avec 15 jours de retard. Nous, on est resté 15 jours. Et on arrive et tout est déjà là. Les gens, en fait, ils se disent, vas-y, on a un mec en plus, à quoi il va servir? Surtout que nous, en plus, on servait vraiment à rien. On servait vraiment à rien parce que c'était même pas un hackathon pour l'intelligence artificielle. C'était un hackathon pour du développement logiciel. Nous, on savait qu'on servait à rien. Eux savaient qu'on servait à rien, mais on était obligés d'être ensemble. C'était stupide. Et le pire, c'est que moi, de mon expérience de développeur logiciel, je veux dire quand même, j'ai fait une école, j'ai travaillé, j'ai essayé de créer une application, tout ça, je connais. Sauf que j'arrivais avec des gens qui venaient de commencer leur première année fraîchement, donc ils avaient vraiment ce prisme de on veut être les meilleurs, on veut tout faire proprement. Et moi, j'ai essayé de leur expliquer à ces gens-là. Ok, vous allez droit dans le mur. Le hackathon, il sert à rien. Faites ce que vous pouvez faire, mais moi, je vous le dis, ce qui compte, c'est la présentation, c'est de faire le chose, et moi, c'est de vraiment montrer de quoi tu es capable. Et voilà, quoi, c'est une présentation, tu es là pour faire une presse PowerPoint, hein, ça sert à rien de te prendre la tête à dire j'ai fait le projet de fou malade. Et sauf qu'ils t'écoutent pas, après, en plus, ils font les arrogants. Les petits arrogants, dis donc. Hein, ils arrivent, ils font les petits arrogants. Du style, toi, t'es pas développeur logiciel, c'est de l'IA. Je dis, bah, c'est pas grave, vous avez raison, foncez dans le mur, c'est pas mon problème. Au final, ils ont réellement foncé dans le mur. Ils ont pas gagné le hackathon. Moi, j'ai juste perdu mon temps, mais au final, j'étais gagnant. Ça veut dire que j'ai travaillé sur autre chose. J'avais d'autres projets à faire, j'avais une entreprise à rencontrer le lendemain matin. Ça ira. Du coup, on fait ce hackathon frauduleux, on revient. Et ensuite, les choses commencent à s'enchaîner parce qu'il faut trouver en fait une entreprise pour le contrat pro. C'est-à-dire que nous, on devait faire un contrat professionnel juste par derrière. Et donc, il y a eu tout le délire chelou. Donc, je pensais qu'on allait faire notre contrat pro là-bas. Ça, c'est pas passé. Je te dis, attends, c'est un truc de fou que t'as beau avoir du réseau, t'as beau avoir de l'expérience, t'as beau être dans une école plus ou moins renommée, t'arrives pas à trouver. La plupart d'entre nous, ils étaient en galère, ils ont trouvé à la dernière minute. Moi, j'ai trouvé à la dernière minute, c'était même pas dans ma ville. C'était dans une ville qui était à 3-4 heures de chez moi. T'es obligé de partir. Après, c'est un peu tout le monde qui le fait, ça, c'est normal. Mais t'es là, t'es en entreprise dans une ville et t'es en école dans une autre, donc tu dois faire la passerelle, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que là, je vais parler des entreprises, mais juste avant, il faut quand même que je sonne les cloches sur un truc qui est honteux. C'est que justement, nous, on était en école Microsoft, mais il y a quand même des trucs de fou qui sont passés dans le sens où, dans un premier temps, on n'avait pas d'accès Microsoft. Parce que forcément, quand tu es dans une école Microsoft, tu es censé avoir les services Microsoft qui sont fournis. Or, nous, on les a eus très tardivement, mais vraiment, vraiment très tardivement, sachant que on devait passer des certifications Microsoft. Et croyez-moi que les certifications Microsoft, c'est vraiment pas de la rigolade. Et en fait, c'est des QCM en anglais de je ne sais pas combien de questions où tu dois tout connaître par cœur. Sinon, tu l'as pas. Il n'y a aucun moyen de tricher. Je dis pas qu'il faut tricher, pas du tout. Mais vraiment, c'est hyper surveillé. Tu peux rien faire. Donc, voilà. Et nous, ça fait qu'on a eu un accès que très tardivement. Donc, on n'a pas pu s'essayer au service Microsoft. On a dû se débrouiller. Au final, on était une école Microsoft, on a plus fait du Google. Parce que Google, leurs services sont gratuits, donc on a plus fait du Google. C'est paradoxal, mais bon. On a aussi fait IBM Watson, on a fait AWS, donc Amazon. Mais voilà, après, on a fait aussi beaucoup de librairies en open source, beaucoup de solutions. Bon, on a vraiment fait très peu de Microsoft parce que les accès, on nous les a donnés tard. Et le pire, c'est que c'est fou. C'est fou de Microsoft. Ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, attendez, vous êtes qui, vous, déjà?
On dit, vous êtes qui? Ah, on a une classe à tel endroit. Bon, allez, ouvrez-leur un accès. Et en fait, ils nous ont donné un accès pour une seule personne, donc l'équivalent de l'utilisation d'une seule personne pour toute une classe. Donc vous comprenez bien que ça nous a servi absolument à rien, vraiment. Et donc on avait plusieurs choses à valider. On avait ces nombreuses certifications Microsoft, donc les AZ900, tout ça, des P100, et on avait aussi les RNCP dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc on doit quand même trouver une entreprise, donc on est là, on visite des entreprises. D'ailleurs, j'ai vraiment visité une entreprise de fou malade. Et vraiment une entreprise de fou malade. C'était une entreprise familiale qui proposait des services d'informatique, donc créer des sites, tout ça. En gros, déjà, ils travaillaient dans une espèce d'open space où ils étaient tout seuls, donc ils étaient seuls, c'était leur open space à eux apparemment, mais ils étaient trois. Il y avait le père, le fils et la fille, et ils travaillaient avec leur chien, normal. Normal, ça veut dire que tu es là, tu travailles, le chien il vient, il te lèche, des fois il essaie de te mordre. Je travaille pas dans un zoo, pas qu'un chien en plus, plusieurs. Et moi je devais aller dans cette entreprise, mais moi j'ai dit j'y vais pas dès que j'ai vu les chiens et tout. Et en plus de ça, les gens qui sont y allés, il y a eu que des problèmes dans cette entreprise, que des problèmes du style. En fait, la fille c'est la patronne officiellement, mais officieusement c'est le père le patron. Mais du coup, le fils il est entre les deux, donc après ils finissent par se battre, mais pas se battre, une expression, hein. Alors vraiment se mettre des patates et tout, hein. C'est quelque chose d'affreux, une famille qui se bat. C'est terrible, hein. Enfin bref. Moi, je suis parti donc dans une entreprise plus loin. Sacrée entreprise, hein. Une entreprise dont je tairai le nom pour ne pas avoir de problème. Mais c'est une grosse entreprise de services logiciels qui se nomme comme une start-up. En fait, ils ont gardé le délire start-up, hein. Ça veut dire que ça agit comme une start-up, mais c'est pas une start-up. Pour que vous compreniez, cette expérience elle est très significative parce que je vais vous dire en réalité ce que vous allez faire en entreprise dans le monde de l'informatique. Et cette entreprise, c'est une entreprise qui a gagné beaucoup d'argent. Ça fait quelques années qu'elle existe. Elle fait entre 5 et 10 ans quand même, c'est beaucoup. Mais le problème, c'est que voilà, que ça soit l'entreprise, l'école ou encore l'État, il y a des quotas à remplir et du coup, tu te fais embaucher. Et tu te fais pas forcément embaucher pour ton expérience, pour ton travail, pour ton savoir-faire. Tu te fais embaucher parce que tu dois remplir un quota, mais ça, toi, tu le sais pas. Donc forcément, tu y vas, tu essaies de faire ton métier et ça se passe pas comme prévu. Et cette entreprise, moi, j'y suis pas resté intégralement. Je devais faire une année là-bas, j'ai dû faire 7 mois parce que j'ai eu tellement de problèmes sociaux. C'est des problèmes sociaux, hein. Ça veut dire que c'est pas censé te concerner toi, tu fais de l'informatique. Normalement, on te demande d'être derrière un ordinateur. Tu as projet A qui arrive, tu finis. Dès que tu as fini, tu as projet B. Dès que tu finis, tu as projet C, tout ça, tout ça. Non, non, non. C'est-à-dire que moi, on a commencé à me prendre la tête sur des histoires bidons du style je faisais le ramadan, donc je mangeais pas entre midi et 2. Donc, soit mon heure pour manger, j'en profitais pour travailler et du coup, je partais plus tôt. Soit je rentrais chez moi pour me reposer, parce que j'habitais pas très loin. Et donc, du coup, on a commencé à me prendre la tête. Et vraiment des trucs, je sais pas si c'est de la jalousie ou je sais pas ce que c'est. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis arrivé là-bas, il y avait qu'une seule personne qui travaillait en intelligence artificielle, c'était moi. Et donc, forcément, moi, j'arrive et j'avais pas d'équipe. Donc, je travaillais tout seul. J'étais dans un grand bureau comme ça, de 6 tables, mais j'étais tout seul. Donc, je travaillais tout seul sur des problématiques d'intelligence artificielle, enfin, du moins, c'est ce que je croyais au début. Et on vient de prendre la tête avec des histoires sociales. T'es pas social, nanana. Alors que moi, en réalité, je suis quelqu'un de social, hein, sinon je ferais pas des vidéos. De base, moi, je suis quelqu'un de social. Après, il faut pas non plus pousser le bouchon, hein. Il y a une différence entre famille, amis, travail. Moi, mon travail, c'est pour travailler. Et s'il peut me plaire, mon travail, c'est mieux. Mais sinon, je vais pas faire de mon travail ma famille. Faut pas déconner. Faut arrêter ce délire. Et justement, c'est ça le problème. C'est que c'est des gens, ils veulent que tu sois leur nouvelle famille. Non, 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 non. Moi, t'es pas ma famille. Ok, moi, t'es mon collègue de travail. Max. Max, max, max. Voilà. Donc, que les choses soient claires. Mon problème, c'est que les gens, ils comprennent pas ça. Donc, ils veulent que tu fasses des after-work. C'est un truc de fou. Ils savent d'où je viens. Après, moi, je dois prendre le train pour retourner en cours. La semaine d'après, ça va me prendre 3 heures. Donc, je vais être KO. Que j'ai une année d'abord à préparer, ensuite à finir. Surtout à continuer, en réalité. Tout ça, en vérité, tout ça, ils le savent, mais ils s'en foutent. Ils veulent que tu viennes entre midi et 2, tu manges, t'as pas le temps de te reposer. Tout ça pour se taper des bars et manger une pizza et après tu repars. Sinon, une fois que tu as fini le soir, tu dois les accompagner, faire des meet-up, des after-work. Ah, trop bien, non, franchement, trop bien. C'est vrai que moi, j'ai trop envie de faire ça. Waouh. Par contre, le problème, c'est que si à la rigueur, il y avait eu que ça et qu'il y a eu de l'intelligence artificielle par derrière, c'est un compromis. Voilà, c'est un compromis, c'est une problématique. On te demande d'être plus que social en informatique. À la rigueur, ok. Mais le problème, c'est que moi, l'entreprise m'a pas fait faire d'intelligence artificielle. Donc ça fait que moi, au final, j'étais pas gagnant. Et là, vraiment, je vous raconte ça parce que vous pensez que c'est une expérience isolée ou quoi. Pour avoir parlé avec plusieurs personnes qui travaillent du domaine, avec tous mes amis qui ont fait des contrats similaires, donc qui étaient dans la même promotion que moi, ou même ceux qui venaient de l'école classique, c'est qu'en informatique, c'est comme ça.
c'est comme ça veut dire que personne ne veut travailler sur ce dont il est censé travailler, personne ne veut faire son travail, tout le monde fait à peu près la même chose, et on fait semblant de travailler, et personne n'avance, donc au final, ça se met des coups de pression tout seul parce qu'il y a une deadline à remplir. C'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule, mais à un point, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que moi, j'arrivais, on m'a fait un peu le même délire que quand j'avais commencé l'école, sauf qu'au lieu que c'était du front, on m'a dit fais du bac, côté logiciel. J'arrive, j'en fais une fois, deux fois, trois fois, on me fait faire des trucs et tout. Je comprends pas en fait, c'est quoi le délire? Je fais de l'IA au bout d'un moment ou et il me dit non, mais t'inquiète pas, c'était mon manager à l'époque. Il me dit ouais, non, ne t'inquiète pas, tu vas faire de l'IA et tout, mais moi je suis pas débile. J'ai quand même mon année à préparer, donc tous les projets que j'avais, donc que ça soit le projet avec Shloom, les autres projets, ben, je les faisais à côté. Je les faisais à côté, j'avais pas le choix. Je devais les faire. Et donc du coup, pour valider mon année, pour continuer sur des projets solides, j'ai fait ça. Et à côté, je faisais ce qu'ils me demandaient. Et ensuite, ils m'ont demandé quoi? Ben oui, mais fais-nous un PowerPoint, tiens. Vas-y, fais-nous un PowerPoint, on en a besoin pour lundi. Ah non, mais attends, c'est vrai, mais il n'y a pas que le PowerPoint aussi. Il faudrait que tu nous fasses une petite présentation de ça. À un moment, ils me disent, fais-nous une présentation sur l'intelligence artificielle, c'est quoi? Mais si vous venez m'embaucher, c'est vous savez ce que c'est. Et le pire, c'est que quand je leur explique, ils me disent non. Et j'ai eu des échauffourées avec des employés, sauf que c'est ces employés-là qui avaient besoin d'être formés. Des grandes personnes de 40, 50 ans, comme ça, juste en train de bouder. Non, 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 non. Pour nous, c'est pas ça l'IA. Non, non. Bah, excuse-moi, Terminator, tu veux que je te raconte quoi? Que là, il y a quelqu'un qui va emboutir la porte et qui va te ramener dans une dimension parallèle. C'est moi le spécialiste ou je comprends pas? Et donc voilà, donc on me fait faire ça, mais moi je commence à en avoir marre à un moment. Forcément, quand tu es là, tu es censé faire un métier, tu es censé avoir une spécialisation, ça ne se fait pas. Et heureusement pour eux, c'est qu'à un moment, ils devaient faire une présentation chez Microsoft parce que c'était une entreprise partenaire de Microsoft. Donc moi vraiment j'ai fait Microsoft, j'ai fait école Microsoft, entreprise Microsoft. En gros c'est des entreprises partenaires, il y a Microsoft en gros qui travaille avec des entreprises, donc ça leur permet d'avoir des passe-droits, et c'est avantageux on va dire, parce qu'ils ont les services Microsoft, tout ça. Là par contre là j'étais plus ou moins illimité en termes d'utilisation des services Microsoft. Et ça c'était plutôt pas mal. On va dire qu'au moins il y avait une des choses qui était respectée. Mais par contre, on me dit oui, il faut que tu fasses une présentation et tu vas présenter une IA. Donc on me dit ouais, en gros, on va voir les services Microsoft. On a besoin de faire de la détection d'émotions dans une vidéo. Il faut que tu la fasses pour faire la présentation tel jour au siège de Microsoft. Et tu le fais avec les outils Microsoft. Je suis désolé de le dire ici, hein, je suis désolé Microsoft. Mais en termes d'intelligence artificielle, c'est bien pour ça que vous avez récupéré ChatGPT et OpenAI. Vous êtes clacos. Vous êtes clacos. Vous n'êtes pas terrible du tout. Parce que quand j'ai essayé de faire ce qu'on m'a demandé avec les services Microsoft, comment vous dire que l'IA, plutôt le modèle d'intelligence artificielle, confondait un ordinateur portable avec une chaise. C'est vrai que de loin, ça peut se ressembler de très 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 loin, hein. Et on compte pas les pieds de la chaise. J'explique à l'entreprise, je leur dis non, c'est pas possible. Je leur dis, vous voyez bien que là, ça fonctionne pas. Ah oui, non, mais tu sais, il faut que ça soit Microsoft, hein. Je dis non, mais écoutez, moi, j'ai appris Google et des autres librairies indépendantes, je le fais si vous voulez. Je vous le fais de A à Z, chose que j'ai fait, hein. J'ai vraiment fait cette IA. Déjà, la reconnaissance d'image, c'est instauré, ça existe, tout le monde l'utilise, même les gens qui font pas de l'IA. Parce qu'il faut savoir que la reconnaissance vidéo, c'est pas plus technique, mais si tu veux te spécialiser dedans, comme par exemple faire de la reconnaissance vidéo d'émotion, par exemple. Donc là, le but, c'était de reconnaître si une personne, elle se sentait pas bien, si elle était fâchée, si elle était contente, si elle était heureuse, si elle était triste, tout ça, tout ça. Ça reste technique, ça reste vraiment, vraiment technique. Et le must, c'est de mélanger plusieurs intelligences artificielles. Donc, par exemple, tu fais une IA de langage comme ChatGPT, même si c'est pas trop une IA, mais tu fais un modèle en NLP, donc Natural Language Process. Donc là, ça traite tout ce qui est langage naturel, ça parle, ça écrit. Et tu fais aussi une IA du traitement d'image, la vidéo. Et franchement, c'était assez technique. Parce que croyez-moi qu'à l'époque, quand je l'ai fait, et ça remonte à 3 ans, ben franchement, sur le marché, il n'y en avait pas. Sur le marché, il n'y en avait pas. Du coup, j'ai dû vraiment bidouiller à droite à gauche pour réussir à faire fonctionner cette chose-là. Ah oui, parce qu'en plus, à la fin, il n'y a pas le fait que ça reconnaît, il fallait aussi que ça sorte un résultat. C'est-à-dire que tu mets vidéo A en entrée, il faut qu'en sortie, tu aies la vidéo B qui soit la même avec tous les filtres de reconnaissance qui sont passés par là. Et donc là, forcément, je lui dis ça, le mec, il devient vert. Il dit non, mais attends, on est une entreprise Microsoft, tu comprends la concurrence, tout ça. Je dis ouais, mais ils ont qu'à être plus forts, Microsoft, qu'est-ce que je te dise, moi? Il me dit ah d'accord, essaye de le faire déjà. Donc in extremis, parce que vraiment c'était compliqué, j'ai réussi à le faire. Et je lui montre, il me dit ah super et tout. Il me dit par contre, demain, chez Microsoft, tu dis bien que tu as utilisé les services Microsoft, que c'est Microsoft qui l'a fait. Vous ne connaissez pas le mec. Je vais bien dire que c'est moi qui ai tout fait de A à Z. T'es un fou, toi. Et c'est ça que vous comprenez pas, c'est qu'en informatique, il n'y a que des trucs comme ça en soum-soum, en sous-marin comme ça que tu es censé faire, tu es censé mentir. J'ai dit non, non, pas possible.
Pas possible, mesdames et messieurs. Je ne ferai pas ça. Je vais tout simplement dire que c'est moi. Et le pire, c'est que le jour J, je fais la présentation et ça plante, ça marche pas. Et le pire, c'est que lui, il était en sueur. Mais quand je vous dis sueur, c'était pas de la petite sueur, c'était des auréoles. Franchement, j'avais de la peine pour lui. Parce que forcément, tout reposait sur lui. Et le pire, c'est que lui, c'était mon manager, mais il n'était pas dans le secteur de l'IA. Il était manager d'un autre truc, mais il fallait bien me raccrocher à quelqu'un. Lui faisait sa présentation et après, je faisais ma présentation, je présentais mon IA. Et le truc, c'est que ça fonctionnait, mais comme je vous l'ai dit, tu peux lancer le projet la veille, tout fonctionne, le lendemain, plus rien ne fonctionne. Et c'est ce qui s'est passé. Et le truc, c'est qu'il me dit surtout, tu montres pas le code. Et moi, j'étais sûr de ce que j'avais fait. J'étais fier, j'étais content. Je dis, t'inquiète pas, je montre le code. Je dis, non, on fait surtout pas ça. Et moi, je fais quoi? Je montre le code parce qu'en fait, quand je fais la présentation, ben, ça plante. Et en fait, ce qui avait planté, c'était un truc tout bidon. En fait, c'était le chemin d'accès pour aller chercher la vidéo. Il n'était pas bon. Et donc, je l'ai changé en live comme ça. Et ça a refonctionné. Et là, il était serein et tout. Moi, j'étais content. Je dis, ouais, bah écoutez, ça fonctionne et tout. Hein. De toute façon, c'est bon. Mais bon, après, ceci amenant cela, après ça, j'ai plus du tout eu d'IA. Mais par contre, encore une fois, on m'a fait faire l'informaticien du coin. Je troll quand je dis ça, c'est pas le vrai truc. Mais en gros, on va réparer la machine à café. Ou encore, je reçois des appels provenant de l'Inde, de Microsoft Inde, où moi, même si j'avais beaucoup travaillé mon anglais à l'époque, je dois dialoguer avec un Indien, avec son accent. Je le comprends pas, il me comprend pas, la conversation n'a servi strictement à rien, mais comme la procédure, c'est de parler entre entreprises Microsoft, voilà, ça a été fait. Tout le monde est content apparemment. Non, non, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Quelque chose, après, tu as les réunions, tu as les présentations. En fait, tu as tout un pan de trucs qui servent absolument à rien. C'est-à-dire que tu as des réunions, c'est une perte de temps, elles servent à rien, c'est juste pour parler. Et personne n'avance. Et comme je vous ai dit, c'est un délire de fou. Parce que tu es là, tu as un client. T'as un client. Le client, il te dit, moi, je veux faire ça. Tu dis, OK, tu veux faire ça. Ils acceptent. Et donc, du coup, il se passe tout ce que je vous dis. Donc, tu as des mecs qui travaillent pas, tu as des mecs qui sont sur leur bureau toute la journée, ils jouent à League of Legends, Counter-Strike ou je sais pas quel autre jeu. Ils lisent des scans, donc ils lisent des mangas sur Internet. Ils foutent rien de la journée. Ils font ça tout le temps, ou ils vont faire les after-work, ou ils vont boire l'apéro, ou nanana, ils vont faire la bringue, tout ça, c'est l'amusement. Hein. C'est en gros, t'es payé à rien faire du tout, à faire semblant de travailler. Et après, il y a la deadline qui arrive, il y a le coup de pression. Alors, ils se mettent à travailler comme ça d'un coup, speed, 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 speed. Et en gros, ce truc-là, bah, tu vas le présenter au client, mais sauf que le client, il ne connaît rien en informatique, donc tu vas le présenter ça, pour lui, c'est bon. Donc ça y est, emballé, c'est pesé, et tout le monde a signé. Et après, miskin, le client, il revient quelques semaines plus tard, il dit ah mais c'est pas trop ce qu'on avait demandé, moi je pensais que ça allait marcher, et puis après moi je veux ça, et après ils font que de lui facturer des modifications. Et comme lui connaît rien au domaine, pour lui c'est normal. Il faut que vous compreniez que ça fonctionne comme ça en fait. C'est que du faux semblant, c'est de l'hypocrisie, du faux semblant. C'est pour ça que je ne le dirai jamais assez. Soyez indépendant, faites les choses par vous-même. Parce que vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous avez appris, vous savez sur qui vous pouvez compter. Enfin, du moins, je pense. Parce qu'encore une fois, comme vous l'avez écouté lors de Cockpit épisode 2 et épisode 3 sur l'entrepreneuriat, ça traitait aussi énormément du numérique et de l'informatique, vu que moi, c'est des projets dedans. Tu peux aussi avoir des gens qui peuvent essayer de te voler les projets et tout. Ça, on va dire que c'est pas sympa. Hein. On va dire que ça, vraiment, c'est pas terrible de voler le projet de quelqu'un quand cette personne t'a accepté gentiment pour venir travailler avec toi. Et je vais finir par la fin de cette année-là, en fait. C'est quoi? C'est tout simplement, moi, je stoppe du coup avec cette entreprise, je retourne plus ou moins en cours, on change de salle une fois. Encore une fois, on finit dans une salle où c'est un espace de coworking. Nous, on est des élèves, il y a d'autres entreprises pour le réseau, mais bon, ça sert à rien parce que c'est des startups qui n'ont pas d'argent. Donc, au final, personne va être pris. Donc, encore une fois, c'est inutile. Et en plus de ça, c'est pas fait pour être une salle de cours. Il y avait des charpentes dans la salle de cours. Si tu te baissais pas, tu te les mangeais dans la tête. Je peux dire que de bon matin, ça a fait des strikes. De bon matin, il y en a beaucoup qui se l'ont pris. Et après, tu finis dans un dernier truc où tu es réellement à l'autre bout de la ville, où tu mets 1 heure à y aller, que ça soit en transport en commun ou en voiture. Tu as l'impression d'être à Paris. Vraiment, tu as l'impression d'être à Paris. Du coup, tu arrives H24 en retard, tout le temps en retard. Et au final, bah, tu n'as pas le temps de travailler. En plus, tu es sur la fin de l'année. Et le pire, c'est qu'entre-temps, bah, ça t'a changé les professeurs. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je le rappelle, école Microsoft. C'est terrible. Hein. Parce qu'après, moi, le pire, c'est que je vous dis tout ça, ça me dessert en réalité. Parce que moi, si demain, il y a un recruteur, imaginons, même si ça ne m'intéresse pas réellement de retravailler dans ces conditions-là, mais un recruteur qui passe, je lui dis, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Heureusement que je suis content de tous les projets que j'ai fait tout seul, de toutes les certifications que j'ai fait tout seul par la suite, tous les projets que j'ai fait tout seul, toutes les entreprises et les projets que j'ai fait tout seul, qui peuvent témoigner de mon savoir-faire et de mes compétences. Parce que si je me cantonnais à ça et que la personne après elle écoute ce podcast, cette émission, elle se dit attends, en final le mec il était dans 2 écoles bizarroïdes, mais bon, j'ai envie de dire en réalité il le sait parce que toutes les écoles c'est comme ça. Dans ce milieu-là, toutes les écoles c'est comme ça dans ce milieu.
Je dirais même qu'il y a pire. Ça, j'ai oublié de le raconter, parce que ça, c'est vraiment une folie. Celle-là, c'est une folie furieuse. Non, celle-là, c'est une folie furieuse. En fait, en gros, il y a un salon Microsoft qui ouvre. Et c'était en fin d'année, mais vraiment fin d'année, fin d'année. C'était un événement Microsoft. Et du coup, ils ont invité toutes les promotions de l'école. Et comme c'était en fin d'année, c'est là où j'ai commencé ma chaîne YouTube en plus. C'est là où j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai fait ma première vidéo qui était sur les salons du coup. J'ai enfin pouvoir couvrir un salon comme les professionnels le font. Et c'est ce que je fais. Sauf que franchement, c'était vraiment une folie furieuse, comme je vous ai dit, parce qu'on arrive. Bon, après, c'est Paris, donc pour trouver un logement, c'est compliqué. Donc, on était dans une espèce d'auberge de jeunesse. C'était assez compliqué. En plus, c'est Paris, donc encore une fois, tu mets 15 ans à arriver d'un point à un point B. Tout le monde est aigri. C'est pas Paris, c'est aigri. Faut l'appeler aigri, cette ville. Parce que tout le monde est là, il est blasé, personne n'est content. Après, c'est l'atmosphère, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens, ils s'embrouillent de bon matin. Toi, t'es là, t'es fatigué. Tu te dis, oh, c'est quoi cette vie? T'arrives au salon, bah déjà, premier indice de ce qui va se passer, c'est que le salon, ils nous disent vous êtes qui? Alors que nous, on a été invités. On explique et tout, force de proposition, on arrive à passer. Donc on arrive à avoir des badges, tout ça. On fait le salon, on profite comme on peut. Moi, j'essaie de faire mes vidéos, tout ça. Fini. Et le lendemain, en fait, au lieu de faire une journée complète au salon, on fait la matinée au siège de Microsoft à Paris et l'après-midi, on fait le salon. Et là, je vais vous raconter un truc de fou, hein. C'est que, en fait, le siège Microsoft, je me souviens, il y a le bâtiment Huawei, il y a le bâtiment TF1, c'est les beaux quartiers de Paris. Et donc, on arrive, on dit, ah, on va les sièges Microsoft, ouah, c'est la folie et tout. On rentre, on se fait recaler. Mais illico presto. Et le pire, c'est que là, on ne pouvait pas être force de proposition. Rentrer dans un salon et rentrer dans une entreprise comme Microsoft, ça n'a rien à voir. Du coup, nous, on est là, on est à l'accueil et on attend. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et le pire, c'est que rien ne se passe. Vraiment, rien ne se passe. Parce que y a des gens qui étaient censés s'occuper de ça, ils s'en ont pas occupé. Du coup, au dernier moment, il y a une des personnes qui commence à se dire, ok, je vais essayer de faire bouger les choses, donc ça passe des appels et tout, et on arrive, on savait même pas nous ce qui devait se passer. Et on arrive, on dit, ah, remise des diplômes, remise d'attestation de fin d'année, et on voit des classes comme ça. On voit des classes comme un petit délire à l'américaine, des sièges. Il nous manquait plus que la petite robe là, la petite robe avec la toque, avec la certification, et tu jettes tout à la fin comme ça. Et nous, on arrive, ils nous disent, et vous êtes qui? Et nous, on leur explique. On leur dit, mais attends, on est une promotion. Il y avait peut-être 3-4 promotions. Nous, on devait être la 5e de telle ville. Ils disent, mais ah bon? On a une promotion là-bas? Et là, ils commencent à s'expliquer et tout. Ils disent, ah d'accord. Ils disent, bon, bah écoutez, on n'a pas d'attestation, on n'a pas de diplôme pour vous, du coup. On arrive, on est là, on dit quoi? Attends, on s'est déplacé tout ça pour ça, hors de question. Et au bout d'un moment, ils arrivent et disent, bon, ok, mais bon, ça va être imprimé en feuille A4 noir et blanc et on vous fait ça à la va-vite et après on vous donnera ça plus tard. Et on arrivait comme des sauvages, comme des va-nu-pieds, comme des gens qui n'avaient rien à faire ici. On est là, on fait pareil, mais sauf que nous, au lieu d'avoir des beaux diplômes cartonnés en couleur, on a des feuilles A4 imprimées en noir et blanc. C'est toute l'histoire de l'école Microsoft. C'est un truc de fou quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et les certificats, on les a eus des mois après que l'école soit terminée. C'est un truc de fou. Et après, ils osent t'envoyer des enquêtes de satisfaction par rapport à l'école. Ils t'appellent, ils t'envoient pas que les enquêtes, ils t'appellent. Ils te disent alors, qu'est-ce que tu deviens? Pour leur pourcentage de réussite, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je lui dis, mais vas-y. Va voir là-bas si j'y suis, s'il te plaît. Et sachez une chose, c'est que l'informatique, ça va trop vite pour la France. Du coup, ils ont du mal à rattraper tout ça. Ils font que des erreurs. C'est souvent catastrophique au niveau de l'organisation et de la logistique. Que vous dire de plus? Heureusement que je suis débrouillard et que j'ai réussi à rebondir par derrière. Après ça, j'ai donné des cours. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'ai commencé la création de contenu. Dans l'intelligence artificielle et dans la technologie en général, j'ai pu mettre en place tout ce que j'ai appris. Et j'ai pu surtout continuer à apprendre et surtout continuer à me former. Que ce soit avec des écoles en ligne, que ce soit avec des dispositifs, passer des certifications. En fait, c'est ça que j'essaie de vous dire en réalité. Ce podcast, il a été très long, peut-être même plus long que le précédent, alors que je pensais que le précédent serait plus long. Mais dites-vous que l'informatique, c'est un domaine pour moi qui ne s'adaptera jamais à l'école. Jamais, parce que ça va trop vite, parce que c'est très terre à terre l'informatique. Tu es là pour que ça fonctionne, tu es là pour que ça marche, tu es là pour gagner de l'argent. Et donc forcément, l'école ne peut pas s'adapter. Tu peux avoir de très bonnes bases à l'école, ça c'est indéniable. Tu peux avoir de très bonnes écoles, mais c'est pas ça qui va te former à l'informatique. L'école, elle va t'apprendre, elle va te faire comprendre à peu près comment ça fonctionne. Ça veut dire, ils aiment bien le dire, en plus, hein, c'est leur nouvelle mode, t'apprends à apprendre. T'apprends à apprendre un nouveau domaine, un nouveau truc. C'est ça qu'ils vont vous apprendre à faire. Je m'en moque un petit peu parce que j'aime pas tout cet anglicisme abusif et tous ces trucs qui n'existent pas en France et que tu essaies juste de recopier via la mondialisation qui est calquée sur le système des États-Unis.
Ils ont pas tort, dans le sens où, en vérité, l'informatique, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui a pas fait de l'informatique, quelqu'un qui a fait de l'informatique, devant un clavier, ils sont capables de faire la même chose. Mais toi, tu auras tout le background, tu auras tout le savoir-faire de savoir faire les bonnes recherches, savoir trier l'information, savoir utiliser la bonne information, savoir l'exploiter, créer quelque chose à partir de ça, être pertinent, faire quelque chose de bon. Et c'est tout ça en vérité. C'est tout ça qu'on va vous demander à l'informatique. Et c'est pour ça qu'en réalité, tu auras beau faire n'importe quelle école que tu veux, et ça, ils le savent très bien, ils vont vous donner des trucs gratuits que tu peux trouver en ligne à faire. Moi, de la plupart des choses qui m'ont réellement appris l'intelligence artificielle, c'est pas les trucs Microsoft, hein, c'est pas les dispositifs Microsoft, c'est pas les modules, c'est pas les IA de Microsoft, c'est pas les modèles. Et je suis parti sur YouTube, j'ai appris l'intelligence artificielle avec des gars qui étaient plus forts que moi. Ils te donnent des projets, tu les fais avec eux. J'ai fait des petits concours sur Internet ou en présentiel. Et du coup, ben forcément, c'est des réelles problématiques. Donc, tu apprends, tu vas sur des forums, tu testes, tu t'amuses aussi. Il faut s'amuser. C'est ça que les gens oublient en informatique aussi, c'est de s'amuser. Parce que si tu t'amuses pas, l'informatique, c'est saoulant. Hein. L'informatique, c'est saoulant. Tu passes ta vie derrière un ordi. Certes, tu te pètes pas le dos, mais tu as le crâne en bouillie à la fin. Tu es fatigué. Tu as les yeux, ils sont fatigués. C'est fatigant. C'est fatigant aussi. C'est pas la même fatigue, mais c'est fatigant. Et donc, du coup, si tu t'amuses pas, ben, tu vas pas trouver ton compte en fait dans cette chose-là. Moi, je me souviens que pour m'amuser, je suivais un YouTuber. D'ailleurs, je vous le conseille. Il s'appelle Thibaut Neveu. Je sais pas s'il fait encore des vidéos maintenant, mais ce mec-là, c'était un gars qui était étudiant et qui est directement parti travailler chez Samsung aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le gars, dans l'intelligence artificielle, c'était un cadre, c'était un monstre. C'était un monstre. Et du coup, il a commencé à faire des vidéos sur Internet. Et moi, j'ai suivi tous ses tutos. Et le gars, ce qui est bien, c'est que c'est didactique. T'es là, t'apprends, t'es content d'apprendre. Il te fait faire des IA pour des jeux vidéo. Si vous jouez aux jeux vidéo comme moi je joue aux jeux vidéo, ben, tu vas t'y retrouver. Tu fais de la voiture autonome. Tu fais plein de choses. Tu fais des domaines qui te passionnent. Et ça qui est bien dans l'intelligence artificielle, c'est que tu peux t'y retrouver parce que tous les domaines sont touchés par l'intelligence artificielle. Donc, tu prends un domaine qui te plaît, tu mets de l'IA et t'apprends. C'est tout. Mais bon, ça, c'est spécifique à l'IA. Après, c'est vrai que l'informatique aussi, ça touche à tous les domaines aussi, on va pas se mentir. Mais franchement, moi, je m'amuse plus à faire une IA dans un domaine que j'aime bien, ou même dans un domaine que je connais pas, du coup, ça me permet de comprendre et d'apprendre le domaine, que de faire un site pour ça. Après, c'est moi, il y en a qui aiment bien faire des sites, mais vraiment... Donc voilà, ayez conscience que l'informatique, à l'école, c'est bien, mais réellement, tout ce que vous allez apprendre en informatique, vous allez apprendre tout seul sur Internet. Il y en a même qui achètent des livres, donc dans des livres. Vous allez apprendre tout seul sur Internet, derrière votre ordinateur, dans des livres. Vous allez faire des tests, vous allez apprendre, vous allez faire des choses, vous allez évoluer, vous allez faire des projets perso. Donc ça, c'est très bien à ce niveau-là, l'informatique. Et ensuite, pour tout le reste, faut connaître la réalité du marché. Hein. Tu seras jamais réellement payé, même avec tous les diplômes que tu veux, par rapport à ce que tu produis réellement. C'est pour ça que en informatique, il y en a beaucoup qui se mettent en indépendant. Parce que tu sais, quand tu commences à comprendre combien ça rapporte ce que tu fais, tu peux travailler où tu veux, à part si t'es dans les plus grosses entreprises aux États-Unis ou encore en Corée ou au Japon, bah, tu ne seras pas payé convenablement. Tu vas pas pouvoir travailler chez Google comme le film, là, les films Les Stagiaires, où les mecs ils se sont mis bien alors qu'ils étaient juste en stage chez Google. Ça n'existe pas en France, mon gars. Tu vas arriver, mon gars, tu vas faire des PDF. Tu vas faire des PDF alors que tu as une spécialisation, tu as un master, tu as une licence. Tu vas faire des PDF, mon gars. Des présentations PowerPoint. Voilà ce que tu vas faire. Les bases des autres métiers sont applicables à l'informatique. Ça veut dire que il faut du réseau, c'est primordial. Il faut de l'expérience ou des études. Mais en informatique, ça se ressent encore plus. Ça se ressent encore plus parce que tu peux vite te faire douiller par le système de l'informatique qui est que les entreprises, elles sont malines et elles savent qu'il y a des gens qui tuent le marché et elles vont prendre les gens qui tuent le marché. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis data analyst, data scientist, je suis censé être bien payé. Mais j'ai jamais été payé convenablement par rapport à ce que je suis censé être payé. Normalement, un data scientist, data analyst, il touche entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Parce que c'est hyper spécialisé, c'est hyper important. C'est le prix que ça vaut. Sauf qu'en France, tu peux te lever tôt pour toucher ça. Tu peux te lever très 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 tôt même. Même tu peux même ne pas te lever du tout, finalement. Parce qu'il y a le même syndrome dans tous les métiers en informatique. Ça veut dire que tu te retrouves avec des mecs qui n'ont pas de travail, qui vont se former dans ce métier-là. Donc ça peut être en développement logiciel ou en cybersécurité, tout ce que tu veux. Et eux, comme c'est leur kiff, ils vont accepter de se faire payer le SMIC. Et ça fait qu'après, encore une fois, l'offre, elle va être plus grosse que la demande. Au final, ils vont trier comme ça. Ils vont se dire, attends, lui, il nous prend quoi, 1000 balles par mois? Il est aussi bon que le gars qui nous prend 5000, voire plus. Pourquoi est-ce qu'on va prendre ça? Et après, ces gens-là, ils vont être majoritaires, et après, ça tue le domaine, et après, ça tue le métier. Toi, tu touches plus d'argent, et voilà. On va pas se mentir, c'est comme ça. Donc voilà, les gars, j'espère que vous avez apprécié ce cockpit. Il était long, je pensais pas qu'il serait aussi long, parce que je suis quand même rentré dans les détails de tout ça. Le monde de l'informatique, alors, du coup, est-ce que le monde de l'informatique en France, ça vaut quelque chose? Non.
non, non. Voilà sur quoi on conclut, non. Formez-vous tout seul. Il y a de très bonnes certifications en ligne à aller prendre, même offertes et même faites par des grosses sociétés comme Google, Microsoft. Parce qu'attention, c'est pas parce que Microsoft ont été mauvais dans leur école ou leurs IA est mauvaise que leurs certifications ne sont pas reconnues. Non, pas du tout. Vraiment, c'est très très bien reconnu. Limite, aller faire du Microsoft. Aller faire du Microsoft juste pour ça. Parce que c'est extrêmement réclamé en entreprise. Parce que, comme vous l'avez compris lors de ce podcast, Microsoft sont très bien implantés. Mais après, attention, vous pouvez faire Microsoft, vous pouvez faire Google, vous pouvez faire Amazon, vous pouvez faire IBM, il y a tout un tas de choses. Donc formez-vous, vous pouvez le faire gratuitement, vous pouvez payer des formations, certifiant ou non. Bon, la plupart du temps, quand c'est certifiant, c'est mieux, parce que forcément, ça vous fait un bagage en plus. Il y a plein de dispositifs. C'est pas obligé de faire des écoles avec de longues études, que ça soit du côté standard éducation nationale ou du côté professionnel. Ce qui compte, c'est la pertinence de ce que vous avez appris, la pertinence du diplôme que vous êtes parti chercher et la pertinence de vos expériences. Donc voilà les gars, bah écoutez, pour tous ceux qui veulent faire de l'informatique, bon courage. Et pour tout le reste, n'hésitez pas à entreprendre. Je terminerai par savoir c'est bien, comprendre c'est mieux. Faites comme les 2 pouces, likez et abonnez-vous, c'est hyper important. Partagez, 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 partagez. Commentez, commentez toutes vos expériences, le podcast, ce que vous avez compris, ce que vous avez aimé, si vous aimez ce format, si vous en voulez plus, si vous voulez extraire d'un autre sujet, d'un autre domaine, si j'ai de l'expérience dedans. N'hésitez pas les gars, n'hésitez pas, c'est gratuit. C'est gratuit pour vous et c'est payant pour moi, parce que je vais mettre des pubs. Et oui, je vais mettre des pubs. Avec toutes les péripéties que je vous ai racontées, il faut bien que ça marche au bout d'un moment. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à aller dans mon Discord où vous recevez automatiquement, et c'est gratuit en plus de ça, toute l'actualité et tous les bons plans tech et gaming. Et aussi, vous pouvez aller checker mon petit site internet, eltemblon.com, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux, Facebook, Amazon. Waouh, qu'est-ce que j'ai lâché là? Comment ça Amazon? Facebook en plus au début. Oh là là. Twitter, donc là je vais essayer d'être pertinent. Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Si je me lance dans des plateformes de podcast et si vous écoutez depuis un podcast, une plateforme de podcast, la plateforme de podcast en question, et Twitch si je me lance un jour. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Temblon. Ciao.